là, à fréquenter nos CLE le plus souvent possible. Je vous donne rapidement les prochaines dates, les prochains sujets. Donc, le 2 avril, on va discuter de mise en marché avec un enseignant en lancement d'entreprise qui est Victoriaville, M. Michel Ross. Le 7 mai, c'est Simon Dancause qui va nous entretenir sur le leadership du dirigeant. Et le 4 juin, les obligations des employeurs en lien avec le nouveau régime volontaire d'épargne retraite. Donc, il semble que c'est un passage obligé. Il y a toutes sortes de rumeurs là-dessus, donc on va avoir l'heure juste, les gens de la Vigilérante qui vont être avec nous, on va vous présenter le tout. Donc, j'aimerais vous présenter M. Daniel Gagnon. Il œuvre dans le secteur touristique depuis 35 ans. Il est formé en communication marketing, en études cinématographiques, en production télé. Il a occupé différents postes au sein du gouvernement du Québec comme conseiller en communication. Il a entre autres travaillé pour la Société d'assurance automobile du Québec. Et en 1994, il a été recruté par l'Office de tourisme du Québec, en fait, où il a occupé pendant 15 ans le poste de directeur des communications et de la publicité et par la suite directeur de la mise en marché jusqu'en 2013. Donc en 2013, il a plongé, il a créé, fondé en fait son entreprise Tout Azimut Communication Stratégique, une entreprise en consultation en marketing. Il siège sur des conseils d'administration, des comités, toujours dans l'univers du tourisme et du marketing. Il a gagné des prix, des beaux prix, dont un, je crois qu'il est fier et avec raison, qui est celui de Personnalité Marketing 2003, qui lui a été décerné par l'Association Marketing de Montréal. Donc, merci beaucoup d'être avec nous et je vous souhaite une belle conférence à tous. Bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés. Je vais essayer de prendre ça le plus agréable possible. Dès le début, j'aimerais peut-être aussi excuser beaucoup de petits détails. Évidemment, j'ai travaillé, je ne dirais pas 35 ans en tourisme, mais 35 ans en communication, donc 19 ans à l'Office du tourisme des congrès, presque 20 ans. Évidemment, l'Office du tourisme des congrès de Québec, vous savez, au Québec, une structure régionale, on appelle les associations touristiques régionales. Il y en a 22, en fait, on a un groupement qui s'appelle ATR Associés du Québec, qui regroupe les ATR. Il y en a 20 dans l'ATR Associés du Québec. L'Office du tourisme de Québec est la deuxième plus grosse en importance ATR, évidemment, la plus grosse organisation de tourisme à Montréal. Donc, malheureusement, le vécu que j'ai, c'est souvent un vécu d'assez, moyenne ou grosse organisation avec des budgets quand même intéressants. Puis les exemples que je vais vous donner, c'est souvent des exemples, ce sont des exemples même d'organisations encore plus grosses, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comprendre un peu les clés, comment fonctionne le marketing touristique, à quoi on doit penser, c'est quoi le cheminement qu'il faut avoir. Donc, je m'en excuse à l'avance. Autre détail pour lequel j'aimerais m'excuser, c'est j'ai pas pu, pour des raisons de compatibilité de version PowerPoint, excusez embedder mes vidéos dans la présentation. Normalement, je fais une présentation, je fais une vidéo, ça part dans le PowerPoint, là, je suis obligé de sortir, mais ça va se faire vite en 10 secondes à chaque reprise de repère. Donc, grosso modo, Marie-Claude a parlé un peu de mon parcours. On dit souvent, pour reprendre un proverbe qui existe déjà, c'est le gars est sorti de l'Office du tourisme, mais c'est pas facile de sortir le gars de l'Office du tourisme du gars. Donc, j'ai essayé de ne pas prendre d'exemple trop de la Ville de Québec, des choses que j'avais vécues ou qu'on avait poussées ou qu'on avait développées, et plutôt de regarder ailleurs ce qui se faisait. Donc, je ne peux pas faire... Évidemment, toutes les années, j'étais à l'Office du tourisme, j'ai travaillé sur de nombreux comités multirégionaux, multiprovinces, au Canada comme au Québec. Donc, je connais aussi pas mal la situation de mes autres collègues dans les autres régions touristiques du Québec. Mais malheureusement, ou heureusement, pas une partie de mon vécu est reliée à la Ville de Québec et sa région. En passant, l'Office du tourisme des Québec, c'est une particularité, c'est la seule association touristique régionale du Québec et une des seules au Canada qui relève d'une municipalité. C'est un service de la Ville de Québec, mais en même temps, l'Office représente un territoire plus large de la Ville de Québec. Outre la Ville de Québec, l'Office représente 4 MRC, c'est-à-dire Port-Neuf, la Jacques-Cartier au nord, Port-Neuf à l'ouest, la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Donc, on a une dualité entre, j'appellerais ceinture verte ou ceinture blanche, comme les saisons de Québec, puis un produit urbain. Et ce qui est un peu problématique à Québec, c'est que le produit urbain, en termes d'image de marque, est tellement fort, avec le Vieux-Québec, que ça écrase un peu même la banlieue de Québec et aussi, évidemment, les autres régions qui sont des compléments
Donc, c'est toujours une dualité dans laquelle on a vécu, puis c'est toujours important pour nous de représenter l'ensemble de la région. Et ce qui est encore plus complexe, c'est qu'on avait beaucoup d'ententes avec des régions comme Charlevoix, Chaudière-Appalaches. On n'est pas capable de couper le couteau, vraiment. La frontière, le touriste, lui, ne connaît pas les frontières. Il se déplace d'une région à l'autre. Et très souvent, on a un exemple massif de Petite-Rivière-Saint-François, qui fait partie de l'ATR de Charlevoix, mais de l'ATR de Québec aussi. Le client qui va au massif peut coucher en ville, à Beauport, au Mont-Saint-Anne. Donc, les gens se déplacent beaucoup d'une région à l'autre. C'est une réalité dans laquelle j'ai beaucoup vécu. Depuis, j'ai fondé ça, sa page web de moi. Tout azimut, c'est quoi? C'est une petite entreprise. En fait, le payroll n'est pas très important, de la ville d'en haut. Je travaille tout seul de chez moi, mais je travaille aussi avec des partenaires, des organisations. J'ai des clients essentiellement dans le tourisme présentement, dont l'ATR associé qui est le regroupement des ATR, l'ATR de Laval, Mauricie, l'Association des stations de ski du Québec. Quelques clients. Et je travaille aussi étroitement avec deux entreprises. La première qui s'appelle Nebio. Nebio, c'est une firme de développement de logiciels web et de développement de mobilité. C'est vraiment des gens assez brillants en termes de mobilité. Je me suis beaucoup spécialisé dans tout ce qui est le marketing mobile. On pourra peut-être en parler à la fin. C'est vraiment la tendance de fond qui s'en vient. Et les gens qui ne se rendent pas mobiles ou qui n'ont pas la présence en ligne mobile vont avoir des gros problèmes dans les prochaines années, dans les prochains mois. Je travaille aussi avec une autre entreprise qui est liée à Nebio qui s'appelle Chalifo. Le nom est assez petit sur leur page web. C'est une boîte de communication qui fait beaucoup de web aussi, une vingtaine de personnes. Deux entreprises de Québec avec lesquelles je travaille. On développe beaucoup entre autres, c'est un fournisseur accrédité pour Rogers, la compagnie de téléphone. On développe des solutions d'affaires aussi pour des entreprises qui sont en contrat avec Rogers. Ça peut être dans le tourisme, d'autres types d'entreprises. Et on développe beaucoup des choses qui s'en viennent très vite, là, ce qu'on appelle, je vais peut-être en parler à la fin, du marketing de proximité, qui utilise beaucoup toutes les technologies mobiles. Je commencerai avec un petit quiz. Vous avez ici un petit truc, le musée des coquillages. On va savoir si les gens connaissent ça. D'après vous, où est situé le musée des coquillages du Québec? À Bécomo, à Miguacha, dans la baie des Chaleurs, à Saint-Tite-des-Capes, aux îles de la Madeleine. Est-ce quelqu'un qui connaît l'établissement? Existe-tu? Oui, c'est ça. OK. Oui, pareil. Parce que premièrement, il n'est pas vu. Parce que monsieur, il l'a déjà vu, Saint-Tite-des-Capes, mais c'est une drôle d'entreprise parce qu'elle disait à Saint-Tite-des-Capes. Hein? Je vais vous conter une petite histoire parce que ça va préparer l'histoire du musée des coquillages de son fondateur, puis ça va préparer le reste de la présentation. Puis, honnêtement, c'est une entreprise qui était membre de l'Office du tourisme pendant un certain nombre d'années, mais je crois qu'elle est plus membre, on va s'y retirer. Je n'ai jamais rencontré de directeur, mais un jour, un collègue, un entrepreneur touristique très présent dans la région de Charlevoix et de Québec m'a raconté l'histoire suivante. Il est allé en Martinique en vacances avec sa conjointe dans un complexe hôtelier. Puis dans le complexe hôtelier, il y avait un petit musée du coquillage. Il s'est rendu visiter le musée du coquillage, il discute avec le Martiniquais qui tenait le musée, puis le type échange avec lui et lui dit à un moment donné: « Ah, vous êtes Québécois? Je déménage mon musée au Québec. » Ah bon? Pourquoi? L'hôtel, le complexe hôtelier a décidé de récupérer mon local pour en faire des installations pour les réunions d'affaires, les congrès. Donc, je déménage mon entreprise au Québec. J'ai fait un plan d'affaires, c'est super bien. J'ai engagé un Français que je connais qui est spécialiste en marketing et en localisation d'établissements et qui m'a trouvé un endroit fabuleux pour m'installer. Un endroit qui s'est situé à Saint-Tite-des-Capes. Il y a beaucoup, des centaines de milliers d'automobilistes qui passent tous les jours devant l'établissement ou l'endroit où je m'établis. Or, la personne qui m'a conté l'histoire, pour le nommer Daniel Gauthier, qui est propriétaire du groupe Le Massif, opère une entreprise, possède une entreprise à 20 km de là. Daniel s'est dit, oh, bizarre comme endroit. Musée du coquillage, Saint-Tite-des-Capes. C'est où Saint-Tite-des-Capes? Elle a une petite idée. Le monsieur ne savait pas vraiment. Non, c'est un très bon endroit. Alors, Saint-Tite-des-Capes, juste pour vous expliquer un peu, ça c'est des exhibits, il y a plein que c'est très beau. Hein? Je lui mets très peu de photos sur son site web, là, mais coquillage. Il y a vraiment des pièces remarquables dans sa collection. Et Saint-Tite-des-Capes, là c'est petit un peu, je sais avec ma souris, mais ici vous avez là, en bas de l'écran, ici vous avez le Mont-Saint-Anne. Vous avez la route 138 ici qui s'en va vers ici à peu près le Massif et plus loin des Saint-Paul. Puis je suis certain que vous êtes passé par cette route-là, dans Charlevoix, sur la côte nord, dans votre vie, là. Mais quand vous dépassez à Côte-de-la-Miche, là, vous flyez, vous avez juste hâte d'arriver à la première place,
près du ski au Massif ou à Baie-Saint-Paul, ou si vous allez voir votre famille, je ne sais pas moi, à la Côte-Nord, vous avez hâte de passer, parce que ce n'est pas un coin très agréable, très beau. La circulation est très rapide, il y a beaucoup de camions, il n'y a rien à voir. Et si vous arrivez de l'autre sens, vous avez été faire du ski, vous revenez d'un week-end dans Charlevoix ou de la Côte-Nord dans votre famille, vous avez hâte d'arriver à Québec, c'est le dernier bout que vous flyez, vous n'arrêtez pas très rapidement. Et c'est un bout de route qui est plus connu pour ça. Ça, là, c'est le quotidien de la route 138. Les décès, il y en a beaucoup, des accidents graves. Et derrière, sur cette photo-là, si je regarde, vous suivez ma souris, je vais essayer de la récupérer. Ici, là, en bas de la côte, vous avez un restaurant montagnier, et derrière, un édifice qu'on voit à peu près pas, c'est là le musée du coquillage. Et c'est en bas d'une grande côte, les gens vont très vite pour remonter après ça vers, ça c'est le but de l'est vers l'ouest. Donc c'est vraiment, puis en arrière, vous avez un grand bâtiment, c'est une usine qui fait des cuisines, ça s'appelle Simard. Donc c'est mi-industriel, c'est vraiment pas un point où j'aurais pensé spontanément installer un musée des coquillages. Et installer quelconque entreprise touristique. D'ailleurs, avant ça, l'édifice dans lequel c'était l'Auberge du Capitaine. C'est des gens qui se connaissent Charlevoix. C'était un bar. C'était un bar pendant des années avec des danseuses, avec des groupes rock. Il y avait quelques chambres au-dessus, puis ça servait pour les gens qui étaient trop actifs, qui sont tournés chez eux, ou les musiciens qui venaient jouer coucher dans les chambres en haut. C'était pas très chic. Et lui, il a décidé d'ouvrir un musée du coquillage avec une petite auberge au-dessus. Alors, le pauvre monsieur, ce qu'on me dit, là, je ne vais pas faire de mémérage, mais il a perdu tout là-dedans. C'est une entreprise plus ou moins, il est tout seul, il n'a pas d'employé, il n'a pas moyen d'avoir du personnel, il fait les lits, il accueille les gens. Quand il va faire des choses d'urgence dans l'auberge, il met une pancarte fermée dans la porte du musée. Sa femme l'a quitté. Bref, cauchemar total, ça n'a jamais marché. Ça, je pense que ce qu'on regarde de tout ça, il y a une problématique de développement de l'offre, une problématique de marketing, une problématique. Puis ça, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il est un peu absurde, mais j'en ai vu tellement souvent dans ma carrière de l'office du tourisme, des gens qui essayent de venir partir d'entreprise, qui croient en un certain potentiel touristique, qui ne savent pas comment s'y prendre. Dans bien des cas, tout n'est pas touristique. Il y a des entreprises qui n'ont pas de potentiel. Il y a des secteurs qui ont moins de potentiel touristique. Vous partez déjà avec des embûches. Et comme disait mon ancien patron, me disait souvent, c'est une phrase qu'il avait entendue de Gilbert Rozon, le directeur du groupe Juste pour rire, qui avait piloté un grand comité pour le ministère du Tourisme du Québec, qui s'appelait le comité Rozon, qui a fait comité de performance, ou le comité Rozon, qui avait toute une réforme proposée à la ministre du Tourisme. Puis Gilbert Rozon disait tout le temps, puis mon patron me répétait tout le temps ça, ton marketing, le meilleur marketing ne sera jamais aussi bon que l'offre, jamais aussi bon que le produit. C'est vrai. C'est vrai, vous n'avez rien à vendre, ça ne sera pas terrible. Mais avant de développer un produit, il faut toujours penser à son marketing. Il faut toujours penser comment on va positionner ce produit-là sur le marché, comment on va rejoindre nos clientèles. Si vous n'avez pas cette idée-là, puis y a-t-il une clientèle pour ce produit-là? Si vous n'avez pas cette idée-là avant de commencer à développer quoi que ce soit, ça ne sert strictement à rien, vous risquez de vous casser la gueule, comme le monsieur qui avait le musée du coquillage. Donc, on va passer un petit point un peu plus théorique, mais juste une notion pour qu'on se comprenne bien. En termes de tourisme, l'offre touristique ou le produit touristique, ou ce qu'on appelle l'offre, en fait, c'est un ensemble de biens et services qui sont proposés aux touristes, une valeur pour les touristes ou les consommateurs locaux. Tantôt, j'en parlais avec Simon. La plupart des entreprises, je suis certain que c'est vrai dans la région ici, c'est vrai à Québec, c'est vrai à Montréal, c'est vrai dans les petites villes, c'est vrai en Gaspésie. La plupart des entreprises touristiques, quand j'entreprise, c'est autant un attrait, un hébergement, pas un hébergement. L'hébergement est une catégorie à part. Un restaurant, un attrait, un festival ne vivra pas, il ne pourra jamais vraiment s'implanter, décoller auprès d'une clientèle touristique si il n'a pas réussi à s'implanter solidement auprès de sa clientèle locale ou régionale. À la base, une entreprise touristique, donc, ça offre des services touristiques à des consommateurs, mais aussi des consommateurs qui sont locaux. Puis, c'est quoi les composantes de l'offre touristique? Grosso modo, d'une destination, évidemment, l'hébergement, les attraits, la restauration, les loisirs, le récréo touristique, les points d'attraction majeurs. Puis aussi, l'offre touristique, ça comprend aussi toute l'organisation de ces services-là. C'est bien beau d'avoir un hôtel, une place, un attrait, un autre endroit, un festival qui se tient à 10 km, un restaurant. À un moment donné, il faut créer une synergie, il faut faire une offre, il faut organiser l'offre. Ne serait-ce que la mobilité entre les différents points, la synergie entre les entreprises, créer de la forfaitisation ou de l'auto-référencement. Donc, toute l'organisation des prestataires, c'est très important dans une organisation de destination. Ça fait partie de l'offre touristique comme telle.
Dans l'hébergement, évidemment, là, toute la question de la capacité d'accueil, le niveau de prix, la saisonnalité. Opérer un hôtel, il y a un groupe dans l'Est du Québec qui s'appelle le groupe Riotel, qui a des hôtels en Gaspésie, à Matane, à Rimouski. Jean-François Rioux, qui est propriétaire du Riotel, il nous disait à un moment donné, vous autres, vous êtes morts de rire à Québec, les hôteliers. Là, vous êtes capables d'opérer avec 60, 70, 75 de taux d'occupation au centre-ville. En Gaspésie, quand tu as payé 30-35 dans l'Est du Québec par année, c'est une bonne année. Même au Mont-Saint-Anne, qui est près de Québec, le taux d'occupation moyen est à peu près 30 En bas de 40 dans ce type d'installation-là, c'est très difficile de survivre. Ce qui explique aussi que des hôtels comme le Val-des-Neiges au Mont-Saint-Anne a été transformé en condo. Ce qui explique qu'en périphérie de Québec, le manoir Saint-Castin a été en tout cas, une pratique fermée. Vous voyez plein d'exemples un peu partout au Québec où des grands hôtels, même dans des centres urbains, sont transformés en résidences d'étudiants. L'Ose à Québec, c'est le même problème. Donc, le niveau de prix, évidemment, la capacité d'accueil, la saisonnalité, ça dépend toujours, ça varie beaucoup d'une région à l'autre. Ce qui est tolérable pour une entreprise dans une région comme ici ne le sera pas à Québec, ne le sera pas à Montréal, ne le sera pas dans les Laurentides. Donc, l'offre, c'est important. La demande, évidemment. Toute la question des clientèles, la qualification des clientèles. Là, je vais faire après cette diapositive-là, je n'ai pas intégré dans ma présentation toute la question des clientèles volontairement. C'est un sujet un peu complexe, puis je vais sortir de la présentation pendant 5 minutes pour faire un tour d'horizon de toute la question de la segmentation des clientèles qui est très, très importante. Donc, ici, qualification des clientèles, les revenus, les tranches d'âge, la provenance, c'est quoi leur perception de la destination, c'est quoi l'image, la présentation qu'ils en ont de la destination, qu'est-ce que ça évoque, c'est quoi leurs attentes en termes d'offres de services, c'est quoi leur motivation à consommer la destination, c'est quoi leur frein à consommer, ça c'est très important. Pour prendre un exemple, tout le monde voudrait attirer des Américains au Québec, mais les Américains, en particulier de la grande région de New York, ils haïssent le fret. Ils haïssent le fret, ils n'ont pas de bottes. Ils arrivent ici, on en voit souvent des gens qui viennent nous rencontrer, de représentants de médias ou des journalistes, ou des gens qui vendent de la pub, ou des gens de compagnie, puis ils arrivent en petit souliers l'hiver, des bottes, des petits paletots. Ils ne sont pas équipés pour la neige, puis ils n'aiment pas ça. Puis quand même, tu leur montrerais une diapositive d'un beau banc du Vieux-Québec avec de la neige, ils n'aiment pas ça, je l'ai vu sur un banc. Fait que leur montrer un traîneau à chien, ils n'aiment pas ça. Pour eux autres, c'est Jack London, l'Alaska, la misère. Tu meurs de fret. Fait que, il y a des choses aussi, il y a des freins importants avant une destination d'un produit. La distance, ça peut être un frein. Je vais vous donner un exemple. L'ATR de Duplessis sur la Côte-Nord, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait une campagne à la télé que moi j'ai trouvé très belle, où nos voisins, nos trottoirs, nos stationnements, tu avais des oiseaux, tu avais des camareux, tu avais une plage, nos trottoirs, c'est une grande plage déserte. Puis c'est une très belle campagne de notoriété qui était faite par cette région-là. C'est une région qui est très peu connue. Duplessis, c'est pas comme Gaspésie, les gens ne savent pas trop c'est où. Mais ils ont un frein majeur, eux autres, c'est loin. C'est loin. Quand tu es pris pour conduire 10 heures, 12 heures pour aller quelque part, c'est un frein majeur. Autre exemple de frein majeur sur la distance, le Nouveau-Brunswick. Pendant des années, on nous a vanté l'eau chaude du Nouveau-Brunswick, les plages. Les Québécois allaient là, pourquoi? Parce que le dollar américain, il valait à peu près 35, 40 50 quasiment à certaines époques de plus que le dollar canadien. Maintenant on est pas mal au pair, je veux dire, les gens, c'est aller à Chédiac à partir de Québec, c'est 11 heures. À Loganquit, c'est 6 heures, 5h30, 6 heures. Quand vous arrivez à peu près au même coût, même structure de coût, ben, il y a un frein, la distance en est un. Le coût 100 km, plusieurs choses. Il y a beaucoup de gens qui me disent, aller dans le sud, une semaine, ça coûte moins cher que deux nuits à Québec. C'est vrai. Vous partez de Québec, vous allez voir une game de hockey au Centre Bell, coucher 2 nuits à l'hôtel, des restaurants, vous venez de payer une semaine à Cuba. Fait que, au coût que sont les billets de hockey. Donc, oui, il y a plusieurs freins à la consommation. Les comportements d'achat, c'est super important. Dans la demande, comment les gens cherchent l'information, comment les gens vont nous appelle ça la conversion, comment on va convertir le client, comment le client va vraiment passer à l'acte, va faire l'achat, quels canaux vont être utilisés, dans quelle séquence. Ça, dans la demande, ça fait partie de la demande, c'est très, très important de l'analyser. Je vous parlais des clientèles. La raison pour laquelle je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint hier, je pensais à ça, c'est un peu complexe à expliquer. Je vais vous parler un peu comment on peut connaître. C'est important de connaître ses clientèles en tourisme, en marketing en général, c'est fondamental, mais en tourisme aussi. Et les problèmes qu'on a en tourisme, surtout quand on est une destination. On va prendre un CLD, je considère ça un peu comme un organisme de gestion de destination, comme un RDR.
Un ATR ou un CLD, à moins que je me trompe, vous n'opérez pas de service. Vous ne louez pas de chambre, vous n'avez pas de restaurant, vous n'avez pas d'adresse, vous n'avez pas payé personne. Donc, vous n'avez pas de client direct. L'Office du tourisme à Québec, on n'a pas de client direct. Donc, on n'a pas de liste de clients. Quand tu es dans un hôtel, les gens s'enregistrent, tu as des adresses, tu as une mailing list, tu peux faire, si tu travailles bien, tu vas relancer tes gens. Dans un attrait touristique, c'est un peu plus difficile, mais souvent, ce que font les attraits, ils font ce qu'on appelle un pas échantillonnal, c'est-à-dire qu'aux 10 clients qui se présentent à la billetterie, mettons Village Vacances Valcartier, ils vont demander le code postal. Comme quand vous allez chez Ikea. Donc, c'est quoi votre code postal? Et que là, ils sont capables de se faire une petite idée d'où viennent les gens, puis de mapper ça, de savoir d'où vient la clientèle. Le problème en tourisme, souvent, c'est que les données qui existent, que la plupart des OTR utilisent, c'est des données de Statistique Canada. Les données de Statistique Canada sont en retard de 2 à 3 ans systématiquement. Il y a deux grandes enquêtes. Il y en a une qui s'appelle l'enquête sur les visiteurs internationaux et l'enquête sur les visiteurs domestiques. Ça, c'est la Bible, c'est à partir de ça qu'on part tout le temps pour savoir comment. Mais ça ne dit pas tout. Ça dit qui est venu, ils venaient de où, pour quel motif, puis ils ont dépensé comment l'argent. Grosso modo, ça se limite à ça. C'est déjà une information, mais tu es dans le passé. Tu es en train de voir tes entreprises membres planifier avec du vieux stock du passé pour leur dire où aller dans le futur. L'autre chose qui se fait beaucoup, qui coûte plus cher, tout le monde n'a pas accès à ça. Nous autres, à l'Office, on faisait, au début, aux 4 ans, une grande enquête auprès de nos visiteurs qui venaient dans la région de Québec. On appelait ça une enquête intercept, c'est qu'on interceptait vraiment les gens. On savait, à titre d'exemple, qu'il y avait 5 de la clientèle qui couchait dans les 5 étoiles. C'est pas compliqué, il y en a 2 à Québec. Et on avait 5 des gens qu'on interrogeait. On les interrogeait toujours dans les hôtels. On les rencontrait en direct. C'était 45 minutes avec chaque voyageur. On leur demandait de 45 minutes à nous consacrer. On avait un échantillonnage, on en prenait tant de pourcentage en 4 étoiles, les 3 étoiles d'Égypte. Et les gens qui couchaient chez les parents et des amis, on faisait un sondage téléphonique, puis on complétait notre information. Ça coûtait, grosso modo, là, tout le temps que j'étais à l'Office, on a fait 4 fois avec Léger Marketing qui avait le contrat toutes les fois. Ça coûtait 125 000 $. C'est beaucoup d'argent de faire cette enquête-là, mais ça donnait plein d'informations. Ça, c'est une étude de clientèle. Maintenant, l'Office le fait aux 2 ans depuis 2012, parce que maintenant, il n'y a plus personne qui fait des sondages en direct, il n'y a plus personne qui fait des sondages au téléphone. Tout le monde fait des sondages web avec des panels web qui identifient les gens. C'est beaucoup moins cher et c'est aussi fiable. Seule réserve à ça, les sondages web, c'est les clientèles de 65 ans et plus, mais je dirais même de 70 ans et plus. Là, de plus en plus, les gens sont moins portés à répondre à des sondages sur le web, mais en général, c'est assez fiable et même plus fiable. Mais ça encore, ça coûte beaucoup d'argent. Puis ça encore, c'est une étude de clientèle. C'est tes clients qui sont venus chez vous. Mais souvent, quand tu es une destination, dans le fond, vous autres, je ne sais pas comment il y a des personnes qui viennent dans la région, mais ce qui vous intéressera peut-être plus de savoir, c'est ceux qui ne viennent pas dans la région, mais qui pourraient venir dans la région. Donc ça, c'est une étude de marché. Mais là, on commence à tomber dans des catégories qui coûtent assez cher. On avait, il y a plusieurs années, je dirais 6 ans, on s'est associé 6-7 régions, dont les cantons de l'Est, Québec, Charlevoix, Laurentides, Outaouais, pour se payer une enquête avec à l'époque, c'est une film que vous avez entendu le nom, qui s'appelait Crop, un film de recherche, mais en fait, la personne qu'on engageait n'était pas la film de recherche, mais le chercheur, qui s'appelait Luc Durand. Luc est un ancien VP recherche pour Intra-Ouest, qui avait Whistler et Mont-Tremblant, plusieurs établissements. Il est un gars qui connaît beaucoup la recherche, c'est un actuaire de formation, c'est un gars super bright, mais c'est un gars qui est vraiment là, vraiment ça coche en termes de ce qu'on appelle le profilage de clientèle. Et lui, on faisait un questionnaire, on posait tellement de questions avec des panels web dans des marchés, mettons New York, Boston, Toronto, Ottawa, plusieurs marchés où on décidait d'aller. On savait à peu près tout du monde qu'on interrogeait, à part la couleur de leur bobette. On savait vraiment beaucoup de choses sur eux autres, c'était vraiment intéressant. Puis là, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le 100% des clientèles qu'on interrogeait, on faisait en anglais, ils appellent ça des clusters, de la segmentation. C'est à l'intérieur d'un groupe, qui peut représenter 10-15% des gens qu'on interrogeait, on mettait tous les gens qui étaient semblables ensemble, et tous les groupes étaient distincts l'un de l'autre. Mettons, je vais vous donner un exemple. Il y avait aux États-Unis ce qu'on appelle, les autres, ils appellent ça des sport buffs. C'est des maniaques qui vont aller voir une game de football, les Patriots à Boston, l'année d'après, ils vont aller voir en gang avec leur conjoint, ou en gang de gars, ou avec une gang de chums, ils vont aller voir une partie de baseball à Chicago. Je ne sais pas, des gens qui courent, des compétitions, ça marche beaucoup aux États-Unis. Ça, c'est un groupe qui nous intéressait au Québec, on n'a rien à offrir. Donc, on profilait des groupes comme ça, puis dans les segments des différents marchés, là, on choisissait des segments qui étaient porteurs, qui étaient intéressants. Un segment intéressant, c'est quoi? C'est, à titre d'exemple, un segment qu'on appelait nous autres cocooning à l'hôtel, ou super exigeant. Ça, c'est des gens de 45 ans et plus, pas de limite, ils sont prêts à payer une chambre qui coûte cher, puis se payer le bon restaurant, la qualité, là.
Puis eux autres, mais ils représentaient 12% du marché, mais ils représentaient 22% des dépenses du marché en tourisme. C'est une clientèle payante. 12%, puis ils aiment notre produit. Ce qu'ils aimaient, on leur demandait dans le sondage quel genre de produit ils aimaient, bien, ils aimaient beaucoup des produits historiques, culturels, le dépaysement, l'exotisme, la gastronomie. On peut approcher ces gens-là. Et on savait quels médias, de par enquête, ils consultaient, comment ils consultaient, c'était quoi leur cycle d'achat, c'était 4 semaines, 6 mois, 2 mois avant, c'est quoi qui étaient les déclencheurs. Donc, ce genre d'études-là, de clientèle, ce qu'on appelle la segmentation, c'est super intéressant. Mais ce qui s'en vient, la prochaine vague, c'est presque un peu dépassé, ça, maintenant. C'est intéressant, tu as des profils, tu fais des segments de clientèle. Tu t'identifies aussi au-delà des segments, il y a ce qu'on appelle, qui est encore plus petit, des niches de clientèle. Pour vous donner un exemple, une niche de clientèle, les adeptes de vélo de montagne. C'est même pas un segment, c'est 2% de la population. Mais tu es capable de créer un produit et les intéresser. Je parlais avec Simon au téléphone d'un produit dans la région de Québec, à Portneuf, qui s'appelle la Vallée Bras du Nord. C'est une coopérative qui a développé pour faire de l'aménagement et de la réinsertion au travail. Ils ont développé un réseau, le dirigeant ou les dirigeants de la Vallée Bras du Nord il y a du canotage, du hiking, tu peux coucher dans des chalets, dans des yachts, il y a plein d'activités de plein air, mais ils ont développé un circuit de vélo montagne qu'on appelle du single track, c'est-à-dire la piste simple, puis les gens qui font du vélo, moi je fais du vélo montagne, c'est ça qu'on aime. Les tracks larges de ce qu'ils font comme au Mont-Saint-Anne, on est tanné, c'est pas tellement excitant. Single track, il y avait une place dans le nord-est des États-Unis qui s'appelle West Burke, au Vermont, qui s'appelle Kingdom Trail. C'est la place où c'est la mecque. Les gens là, tu es dans de la niche, mais les gens qui vont là c'est simple de les rejoindre en termes de publicité parce que tu prends des médias hyper nichés, des canaux de communication hyper nichés pour les rejoindre, puis tu es capable, même si tu n'as pas un segment qui représente 20% de la population, tu es capable de. Souvent, dans les petites régions, il faut trouver la niche de clientèle pour être capable de mener une entreprise de communication ou une démarche de communication qui est rentable. Ce qui s'en vient maintenant avec la mobilité, la première vague, vous avez probablement vu, il y a plein de sites web mobiles, il y a plein d'applications mobiles, mais très souvent, quand vous ouvrez une application mobile, on vous demande est-ce que vous voulez accepter d'être géolocalisé? Si vous acceptez d'être géolocalisé, ce qu'on va vous pousser, on va vous montrer des affaires qui sont autour de vous, puis on va vous pousser des produits qui sont plus proches de vous. Ce qui s'en vient aussi, moi je travaille sur un projet pour les artères du Québec, un projet de concierge virtuel où à l'entrée, on va te demander t'es qui, c'est quoi que tu cherches, c'est quoi que tu aimerais avoir, c'est quoi que tu aimerais faire. Et toute cette information-là que tu as servi, qui prend 30 secondes à remplir, sur le téléphone, là, je sais exactement qui circule, qu'est-ce que cherchent les gens dans la région. Puis dans chaque téléphone intelligent, il y a, en passant, 60% des Québécois, ça comprend de 0 à la mort, là, ont un téléphone intelligent maintenant. Selon la dernière enquête du CEFRIO, qui est un organisme qui fait des recherches sur tout ce qui est le web. Donc, puis aux États-Unis, ils sont à 70%. Ça monte sans arrêt. Puis les meilleurs clients, ils ont des téléphones intelligents. Dans chaque téléphone, il y a ce qu'on appelle une MAC adresse. Ça veut dire Media Access Control. C'est une adresse qui est souvent sur la carte réseau que vous avez dans le téléphone. Puis si tu es capable de pairer ta MAC adresse avec un numéro de mobile ou d'autres choses, ben, tu es capable de suivre l'individu là, un peu partout. C'est un sujet qui est un peu controversé. Ça fait partie de ce qu'on appelle les métadonnées. Je sais pas si vous avez entendu parler de la NSA aux États-Unis qui suit le monde partout, puis dans les jeux de Sochi, ils suivaient tout le monde avec les téléphones. C'est exactement ça. Le téléphone, c'est votre identité à vous suivre partout. Puis quand vous allez sur l'application mobile, je ne sais pas si des gens en ont, vous avez déjà vu ça, voulez-vous vous connecter avec Facebook? Plutôt que de mettre un mot de passe, votre adresse web, un autre mot de passe tétané, tu ne retiens plus tes mots de passe. Connecter Facebook, c'est le bonheur des marketeurs. Parce que quand vous êtes sur Facebook, on fait votre âge, on sait ce que vous aimez, on sait où vous allez, on connaît vos amis, on connaît tout. Fait que ça, là, vous pensez peut-être pas, si vous faites ça à un moment donné, connecter Facebook, dites-vous là, que tout ce que vous avez sur votre page Facebook, tout ce que vos amis qui sont en contact avec vous, on y accède. On peut y aller. Que ça, en termes de recherche de clientèle, ça s'en vient exactement là. J'ai assisté à une conférence de Christian Bourg, qui est le VP chez Léger Marketing l'année passée. Puis eux autres font quasiment plus de sondage politique. Là. Ce qu'ils font beaucoup, c'est dans des magasins. Quand tu rentres dans un Home Depot, d'un Rona, là, il y a des capteurs que vous ne voyez pas. On appelle ça des Bluetooth, soit des puces NFC ou des Bluetooth Low Energy. Puis ils savent exactement quelle rangée vous êtes allé. Quelle rangée, quelle personne. C'est couplé avec votre petite carte dans le téléphone. Vous savez où vous déplacez. Puis ils savent qu'est-ce que vous achetez, que vous allez, puis là, ils vont faire le magasin en fonction de ça. La carte Métro et moi, la carte PC Plus avec Provigo, exactement ça, c'est encore. Dans l'agroalimentaire, ils sont hyper. Ils savent qu'est-ce qu'on achète.
savent quand notre fréquence, savent, fait que là, ils poussent des offres qui ne sont pas nécessairement les mêmes offres. Là. Moi, ce que j'offre sur Métro et moi, c'est des offres de produits que je n'achète pas. Pas Métro et moi, mais je ne peux pas demander Métro et moi, mais sur PC+. Des produits que je n'achète pas, qui pourraient peut-être m'intéresser, mais qui sont familiers avec des... Si je ne vais jamais dans le rayon des soins de santé ou des instruments dans un Loblaws, il y a des allées pour vendre des trucs de cuisine, des casseroles, je ne sais pas trop quoi, mais ils vont peut-être nous pousser des trucs comme ça. Ils vont me donner 1200 points au lieu de 150 points, je m'achète une casserole ou des plats top. Métro et moi, c'est le contraire, ils poussent ce que tu as déjà acheté. Peut-être, mais PC+, pousse beaucoup de choses, mais ils peuvent tout faire. Ce qui est important de savoir, c'est qu'ils ont toutes les données sur ce que vous voulez. Là, après ça, c'est la stratégie d'affaires que chacun va utiliser. Pas le travail, Non, mais la carte Métro et moi... Ouais, mais ça dépend toujours des stratégies d'affaires. Donc, ça, c'est la prochaine affaire qui s'en vient dans la recherche chez les clientèles. Je vais revenir dans le tourisme, mais c'est des trucs très poussés, mais qui sont simples. Puis, on parle de vraiment ce qui est le futur immédiat, c'est là, ça s'en vient là. Troisième affaire pour regarder dans le tourisme la concurrence, il faut savoir quand on se lance en tourisme, comme tous les secteurs d'affaires, c'est un secteur hyper concurrentiel. La quincaillerie, l'agroalimentaire, tout est concurrentiel. Le tourisme, c'est concurrentiel dans votre région, dans le Québec, dans le Canada, sur la planète. C'est un secteur qui a une concurrence phénoménale. Donc, il faut identifier tout le temps ses concurrents directs et indirects. Il faut connaître leur force et leur faiblesse. C'est ce qu'on appelle ça du benchmarking. Il faut vraiment se comparer notre offre, comparer notre produit aux autres, comparer notre marketing, comparer nos promotions. Si vous avez une entreprise, c'est pas rare que vous allez aller dans un client mystère chez votre concurrent, savoir à quel prix il vend les choses, c'est quoi ses stratégies de positionnement. Identification de ce qu'on appelle les couples produits-marché, ça semble théorique, mais les parenthèses, à quel segment ils proposent quel produit et de quelle manière. En tourisme, c'est assez fondamental. Vous avez un hôtel comme le Château Bonentente à Québec, qui a un 5 étoiles en banlieue, bien, son couple marché-produit, pas le même qu'un hôtel de charme de 3 étoiles en Vieux-Québec. Puis le village vacances Valcartier, son couple marché-produit est vraiment, lui, des marchés québécois de la famille. Puis il ne veut même pas aller à l'extérieur du Québec, dans l'ouest du Québec, parce qu'il y a un autre parc qui s'appelle le parc Calypso, qui couvre l'ouest du Québec. Donc, le couple marché-produit en marketing touristique, c'est super important. Puis il faut voir comment les clients travaillent, les concurrents font ça. Puis comment on a chaque regardé leur publicité, ce qu'ils font, leur site web. Il y a plein de réponses à observer les stratégies des autres. Ces trois éléments-là, offre, demande, concurrence, c'est à partir de ça que vous créez votre positionnement d'entreprise. Vous décidez, moi je suis ça, puis c'est comme ça que je vais me faire connaître, puis c'est comme ça que je vais m'introduire sur le marché. Le positionnement, grosso modo, c'est un équilibre entre d'un côté la perception des consommateurs et les forces réelles de la destination. Ça, c'est deux éléments qui sont à la fois objectifs et subjectifs. Des destinations, votre région a des forces réelles, puis il y a des forces qui sont perçues comme réelles par les gens de la région. Puis il y a les perceptions des consommateurs, ils peuvent avoir une perception réelle parce qu'ils sont déjà venus, ils sont déjà allés à l'auberge de la Louisiane, ils ont vécu un week-end de rêve, ou ils peuvent avoir une perception du « il n'y a rien à faire là ». Donc, il y a des perceptions pour le positionnement, il faut toujours tenir compte des deux. C'est vraiment pas un défi facile dans une destination parce qu'il n'y a personne qui travaille pour une association. Quand un CLD, je ne sais pas si c'est construit selon la structure associative, mais un ADR, oui. Tu as des membres, tu as une association. Puis à Québec, on avait 1050 membres. La moyenne des autres régions du Québec, entre 6 et 700. Puis c'est tous des lobbyistes, des gens qui l'hébergement pousse pour son produit, puis les événements poussent pour leur produit. Donc, c'est pas facile de trouver le meilleur. Je vais vous donner un exemple. À Québec, on avait un maire qui était mon patron, le patron de mon patron, qui s'appelle Régis Labon. En général, quand tu es calé au bureau de Régis, t'écoutes. Tu ne commences pas à dessiner trop. Il y a une assez bonne idée d'où il s'en va et qu'est-ce qu'il veut. Il a assez bon flair. Fait que mon ancien patron, qui s'appelait Pierre Labrie, il venait de se faire dire par Régis, tu devrais t'en aller, tu as fait ton temps. Tu n'as pas un ami de Régis. Fait que, il y a un nouveau patron qui est arrivé, qui s'appelle Gabriel Savard. Et avant que Gabriel arrive, c'était l'année où la Ville de Québec venait de décider de financer le Cirque du Soleil et le Moulin Image pendant 5 ans. C'était des gros contrats, c'était de l'argent, c'était 13 millions par année. Là, il a passé ça au conseil de ville au mois d'avril, puis ça a commencé au mois de juin. Là, puis j'avais pas de patron. Mon autre était parti, puis mon nouveau n'était pas arrivé. Je suis calé tout seul au bureau du maire. Et puis là, il commence à jaser avec lui, puis il me dit là,
Là, Chicago, moi, on va à Chicago la semaine prochaine, Conseil des maires des Grands Lacs, il faut qu'ils me fassent une campagne à Chicago, ça va marcher, je suis sûr, mon coup. Ils vont aimer ça, Québec. Et, je dis, attendez, justement, on arrive à faire des groupes de discussion à Chicago. Ouais, puis là, tu parlais du 400e, du spectacle de Paul McCartney, ils vont venir. Je dis, monsieur le maire, hein? J'ai dit, c'est les 48 personnes qu'on a vues dans les groupes à Chicago. Il y en a une qui m'a parlé du Québec seulement. Une qui a parlé d'un Québec, non, du Québec. Hein? Comment ça? Elle avait juste hâte de revenir voir une game des Expos. C'est que notoriété à Chicago, zéro. Le Québec, zéro. Fait que je dis pas le McCartney, là. Savez-vous quoi, le Millennium Park au cœur de Chicago, là, des spectacles comme Paul McCartney, il y en a toutes les semaines. Ça les énerve pas pantoute. Oprah Winfrey a fait le plus gros flash mob qui a jamais été fait sur Michigan Avenue avec 90 000 personnes, une émission live avec, je cherche toujours le groupe, non, on va me revenir, mais un groupe de hip-hop avec Will I Am, les gens qui connaissent ça, le nom m'échappe, mais un gros groupe qui était bien hot à cette époque-là. Et Et donc, ça les impressionnait pas. C'est quoi qui les impressionne? C'est ça qui les impressionne. On montrait des fêtes de Nouvelle-France, puis la barre leur coulait sur le bord de la bouche. C'est où? C'est pas en Amérique du Nord, c'est pas vrai. Faut que j'y aille. Ils n'ont pas ça chez eux. Ça ne sert à rien d'essayer de leur vendre. Qu'est-ce qu'ils ont? Ça les intéresse pas. Fait que, vous voyez, le positionnement, c'est un équilibre entre subjectif. Les forces réelles de la destination. À Québec, on a des grands festivals, festival d'été, Carnaval de Québec. Il n'y a pas plus que 15 des gens qui viennent à Québec pour les festivals. Mes amis du festival d'été, quand je leur dis ça, puis c'est le Carnaval qui punch le plus. Le festival d'été, 10 des visites à Québec. C'est pas un motif. C'est une autre intéressant en marketing. C'est pas un driver. Tu ne vas pas à Québec pour ça. Je l'ai expliqué dans l'entrevue, d'ailleurs, j'avais donné, je ne sais pas si film 93, j'expliquais les gens ne vont pas à Paris pour un festival, ils vont à Paris pour Paris. Ils ne savent même pas que c'est quoi, ils arrivent sur place. Le festival est important, il crée l'ambiance, une ambiance dans la ville, et les gens apprécient beaucoup leur séjour. Il y a quelques exceptions à ça, un qui est très connu, c'est le Festival Western de Saint-Tite. Les gens ne vont pas à Saint-Tite pour Saint-Tite, ils vont à Saint-Tite pour le Festival Western. Donc, le positionnement, c'est l'équilibre entre des choses qui sont difficiles à évaluer. Je vais vous donner un exemple à Québec. Je rencontre beaucoup de monde qui me disent des jeunes, c'est tanné des vieilles pierres, ça dans c'est la grande allée, une nightlife, tout, c'est bien trippant, une image qui s'engrandir des jeunes avec le restaurant Maurice Nightclub en arrière. Mais il y a beaucoup de monde qui vient à Québec parce que c'est ça, c'est romantique. Il y en a que leur blonde, un petit séjour, leur conjoint, puis ils veulent aller sur les vieux murs, relaxer, se promener dans les petits rues. Donc, c'était un équilibre entre la perception des gens et le goût des consommateurs tout le temps. Je parlais tantôt d'une région bicéphale, un peu comme Québec. Il y a des gens, à Québec, on a deux types de produits, le centre-ville, le cœur historique, on a l'allée de la Jacques-Cartier aussi. Fait qu'il y a des gens, c'est pas les mêmes personnes qui t'attirent nécessairement. Il y a des gens qui viennent à Québec, qui ne viennent pas en ville, qui vont, pas beaucoup, mais il y en a quand même qui vont chercher plus les parcs, les grands espaces autour de la ville. Fait que dans une destination aussi, la plupart de nos membres, on avait 75% de nos membres qui étaient en ville, dont les plus grosses cotisations de membership, fait que là, tu as de la pression, tu vas me vendre la ville, pas la banlieue, mais donc, c'est toujours le positionnement, mais c'est un équilibre qui n'est pas facile, parce qu'à Québec, d'avoir ce qui est à droite, c'est un avantage concurrentiel qui est majeur pour une ville, c'est à 30 minutes de l'entrée du parc de la ville, c'est rare des villes qui sont capables d'offrir ça. Donc, c'est très important. Donc, le positionnement, c'est la personnalité de votre organisation, de votre produit, ce que j'appellerais l'ADN de la destination. Dans le travail que je fais présentement pour ATR Associés, qui est une refonte de tous les outils d'accueil et d'information des régions touristiques du Québec, vous avez à l'entrée ici des guides touristiques de toutes les régions, vous avez déjà vu ça, les guides de Charlevoix, Chaudière-Appalaches. Quand puis le pire, à peu près le pire des guides, puis honte à moi, c'est celui de la région de Québec. J'étais comme responsable de l'équipe qui le faisait, entre autres, là. Mais tu rentres dans le guide au début, puis tu ne me donnes pas c'est quoi l'ADN, c'est quoi la personnalité de Québec. Il faut que tu rentres dedans, il faut que tu sentes c'est quoi Québec. Pour faire l'étude, j'ai fait ce qu'on appelle un benchmarking, un étalonnage de 50 destinations au Canada, hors Québec, au Canada, en Amérique du Nord, les Caraïbes, en Europe, en Océanie, pour découvrir qu'à peu près tout le monde, au début, quand tu arrives, là, c'est les incontournables, les must-see, les must-do. C'est quoi? Quand je vois ça, je vais à New York, là, il y a des incontournables, Central Park, la Statue de la Liberté, Times Square. Il y a des places, là. Il y a un guide d'une région, j'en ai nommé, parce que je leur ai dit, la partie qui est sortie. Bas-Saint-Laurent, leur produit, c'est le fleuve. Il n'y a pas de fleuve. Il n'y a pas d'image, pas de photo de fleuve, quasiment rien sur le fleuve dans le guide. Ils montrent des choses intéressantes, mais pas ce qui est le produit majeur. Donc, la personnalité de positionnement, c'est important,
c'est l'ADN de la destination, c'est vraiment, c'est votre signature, c'est votre personnalité, puis ça vaut pour un produit aussi. Positionnement et image de marque, c'est pas la même chose. L'image de marque, ça construit une image de marque à partir de votre positionnement. Québec, c'est une ville historique, romantique, mais là, vous créez une image de marque qui doit transcender ou sublimer ce positionnement-là. C'est super important. Des clés pour définir l'image de marque touristique, ça c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai chez vous, c'est vrai pour les régions. Voyager, c'est pas un besoin essentiel comme se loger, se vêtir, se nourrir. Voyager, ça relève plutôt du rêve, de l'évasion, du besoin d'évoluer hors du quotidien. Le voyage est un bien de consommation intangible. On choisit sur la base de témoignages, de récits, de lectures. Si je m'en vais m'acheter une auto, je vais aller dans la salle de montre, je vais avoir l'auto, je peux y toucher, je peux m'asseoir dedans, ça va sentir le cuir ou le tissu, ça va sentir le neuf, je peux l'essayer sur la route. Un voyage, à moins que ça fait 20 fois que vous ayez au même resort à Cayo Coco, vous le connaissez, vous avez souvent le goût d'explorer, donc vous ne savez pas nécessairement tout ce qui vous attend. Vous êtes obligé de vous abreuver d'autres choses. Puis voyager, c'est super important, ça relève davantage de l'émotion que de la raison. Tout le temps, il ne faut jamais oublier ça. Une petite phrase que j'ai vue dans une lecture que j'ai faite à un moment donné d'un neurologiste, neurologue, comme plus tard en anglais, je l'ai concisé. En fait, la différence essentielle entre l'émotion et la raison, c'est que l'émotion, ça conduit à l'action. La raison, si tu veux une conclusion, tu veux tout savoir ce qui se passe, tu veux comprendre tout dès le début. L'émotion, c'est quelque chose qui dirige vraiment vers l'action. Puis dans l'image de marque touristique, l'émotion, je vais parler de rêve, d'évasion, c'est fondamental. Les émotions, là, pour faire bouger le monde dans une campagne de publicité, il y en a tout le temps. Je ne suis pas sûr qu'en tourisme, c'est des émotions que j'utiliserais. Colère, tristesse, culpabilité, honte, envie. Mais dans une ancienne vie, quand j'étais directeur des communications, Société de l'assurance automobile, on fait des campagnes en sécurité routière. Tristesse de l'être cher, la testu, la culpabilité, l'alcool au volant, on jouait là-dessus au bout. En sociétal, les campagnes de la CSST avec Claude Legault, les campagnes pour les fumeurs. Ça, si ils ne jouaient pas là-dessus, ça ne marcherait pas, ça ne changera pas de comportement. C'est assez important. Mais en tourisme, ce qui nous amuse, le joie, plaisir, amitié, surprise, humour, amour, fierté, c'est des émotions que tu dois toujours, qui doivent être imprégnées dans ton message, dans ton... c'est super important. Puis c'est ça qui va être un déclencheur. C'est ça qui va faire que les gens, si tu es capable de mettre une dose de tout ça, pas tout en même temps, là, ça vient un peu maintenant, mais une tonalité précise dans ton message, puis ça rejoint les gens, puis vous allez avoir du succès. Pour parler de l'image de marque, ça c'est un beau cas. Aux États-Unis, c'est un pays, parmi les 3 pays les plus visités au monde, mais il n'y avait pas d'organisme du gouvernement américain pour vendre le tourisme aux États-Unis. Comme tu as dans tous les pays. Au Canada, tu as la Commission canadienne du tourisme. En France, tu as Touche France. Partout au Mexique, tu as l'Office du tourisme du Mexique. Aux États-Unis, c'était les destinations qui faisaient le marketing, genre San Francisco, Las Vegas, Chicago, New York, Orlando. Il faut dire que les destinations aux États-Unis sont toutes financées par ce qu'on appelle une room tax, une taxe d'hébergement qu'on a au Québec, c'est un modèle qu'on a copié des États-Unis, qui génère beaucoup d'argent. Juste à Las Vegas, c'est 180 millions par année la taxe que ça mène à l'Office du tourisme. C'est gros. Mais en 2009, en crise économique, M. Obama a décidé qu'il a promulgué ce qu'on appelle le Buy America Act. C'est rester chez vous, acheter chez vous, consommer, donner des contrats à des entreprises des États-Unis avant de penser à l'extérieur. Et il a créé un organisme de promotion touristique qui devait élaborer une marque américaine. Les anglo-saxons ont toujours autour de trouver des noms super simples pour des organismes qui ont appelé ça Brand USA. C'est comme ça que ça s'appelle Brand USA. Puis ils ont travaillé sur créer l'organisme qui devait créer la marque qui devait faire des campagnes. Le gouvernement, à l'aide d'une petite taxe qu'il percevait pour les voyageurs internationaux qui arrivaient en avion aux États-Unis, leur a donné un budget de 200 millions, qui ont coûté 200 millions du privé. Ils ont créé un pot de 400 millions qui se vendent dans Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Brésil, Mexique, puis je pense la Chine. Et ils ont lancé cette campagne-là il y a 2 ans. Et en l'espace des 2 dernières années, les États-Unis ont progressé de 4% par année. Ça a l'air à rien, là. Mais souvent les gens, mettons, je vais te donner un exemple, la Turquie, ils ont progressé de 15% les dernières années, mais 15% de pas grand-chose, ça me donne un chiffre. Mais 4% d'un gros chiffre, c'est beaucoup. 4% de tourisme, là, quand tu es capable d'avoir une augmentation, c'est déjà beau, plutôt que de cette année. Je vais vous présenter en gros. Ce qui est intéressant, eux autres, ce que je disais tantôt, ils ont fait beaucoup de recherches avant. Ils ont fait des groupes de discussion dans tous les pays, des sondages, des groupes de discussion, ont rencontré des consommateurs. C'est quoi vous pensez des États-Unis? Il est sorti quelque chose de très positif qui était le rêve américain. Le rêve américain,
en France, en Angleterre, partout au Brésil. Mais il est sorti beaucoup de négatifs. Vous êtes une nation dominante, un peu agressive, où dans certains pays, les gays ne sont pas respectés, les minorités ne sont pas respectées, les femmes voilées ne sont pas respectées. Bref, on a trouvé plein de choses. Puis dans les choses que les gens aimaient des États-Unis, à part le rêve américain, la musique américaine. Alors, ils ont fait un petit... c'est là que je vais avoir un petit... La diapositive suivante. Je vais être obligé de sortir temporairement, ça ne sera pas très long, vous allez voir. Si mon lien peut fonctionner. OK. Un écran. Je vais vous montrer juste le petit clip de 30 secondes, mais ça a donné cette campagne-là qui s'appelait Land of Dreams. C'est le rêve américain. Ça a donné des résultats extraordinaires. C'est assez bizarrement, aux États-Unis, si vous allez sur Internet, sur YouTube, vous allez voir, là, la moitié des Américains, puis ils n'aiment pas ça parce qu'ils trouvent que c'est trop... La moitié adore, la moitié n'aime pas. La moitié sont fiers, la moitié n'aiment pas. Mais les étrangers ont beaucoup aimé. C'est ça qui était la cible. Normalement, je vais voir du son. Excusez-moi. Ça va que je passe sur play. Ça va être pratique. I heard you calling from the start. A river runs through both our hearts. 1,000 shades of something new. I cannot wait to play for you. So play your songs and make them real. There's a place for all we feel, and it's closer than it seems. Come and find your land of dreams. Land of dreams, land of dreams. Come and find your land of dreams. And it's closer than it seems. Come and find your land of dreams. Alors, cette petite pub-là, puis une pub plus longue, une pub de 2 minutes, la chanson est chantée par Rosanne Cash, la fille de Johnny Cash. C'est un succès de disque, ils ont fait ça partout. Mais qu'est-ce que vous manquez là-dedans? Du monde, la musique, l'ambiance sympathique, des gens de minorité en masse, en dessus en bleu, il y en a partout. Un couple de gays dans le cable car, dans le tramway à Nouvelle-Orléans. Ils ont comme montré que c'était bien, c'était confortable. C'est un peu ce que les Américains qui ont critiqué, on dit bah, dans nos banlieues, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, c'est pas toujours aussi idyllique que ça. Mais c'est du marketing, ils sont allés chercher, et là-dedans, il y a full d'émotion. Là, il y a de l'émotion dans la chanson, il y a de l'émotion dans l'interprétation. Dans la version longue, vous voyez, quand Rosanne Cash chante au pied du pont Brooklyn, je pense à New York, il y a des Hindous, des Indiens, des Marocains, son groupe est fait des multi-ethniques. Donc, ils ont joué beaucoup sur cet aspect-là. Si je continue, un autre exemple. Si je vous demande Israël, ça évoque quoi pour vous? Juste pour savoir vite. La guerre. La guerre, la violence, en général, l'image ou la Terre Sainte. Terre Sainte, ça. Ça, c'est un cas, ça remonte à 2006, mais je le mets souvent dans les présentations, je le trouve très intéressant. Je vais vous montrer avant, puis ils vont un peu plus après. C'est le pays le plus ouvert, hein, je crois. C'est ça, la guerre. OK, on va y aller avec ça. Il faut choisir ses combats. Holy shit, man. Holy fuck. Yo, man, check it out. Holy Jesus. Oh, come to Papa. Holy Mother of God. Oh. Ça, c'est intéressant parce que là, ils ont joué d'humour, mais vous savez que sur la côte d'Israël, c'est un peu la Riviera française, mais avec Tel Aviv, plusieurs villes. C'est comme Tel Aviv, c'est comme Miami israélienne. Puis c'est tous les orthodoxes, les juifs orthodoxes sont plus à Jérusalem. Puis Tel Aviv, c'est plus ouvert. Puis eux autres, ils essaient beaucoup de faire le marketing des spring break en Angleterre, aux États-Unis, attirer des gens à des tarifs très concurrentiels. Mais la perception des gens, c'était non,
Je veux dire, les femmes doivent être super habillées, puis c'est des juifs orthodoxes avec des boudins, puis tout. Les gens avaient cette perception-là. Ils sont allés avec une image qui est réelle. Une affaire que souvent, moi, quand je travaille en marketing, soit avec des membres, soit avec des clients, c'est faut toujours que tu sois égal à ta bullshit. Si tu n'as pas une promesse que tu tiens pas. Fait que les autres, ils tiennent la promesse. C'est comme ça ta vie. Je veux dire, si tu dis, ouais, c'est comme ça chez nous, tu arrives, c'est pas ça, mais là, t'es fait. C'est comme ça, mais c'était pas connu. Puis ils savaient très bien dans leur groupe de discussion, dans leur recherche, que le monde, ils savaient que c'était religieux, la guerre, la crainte, les attentats, tout. Ils ont joué complètement dans un autre registre. L'autre registre, qui était l'humour en ce moment-là. Fait que là, évidemment, on voit la clientèle qui vit, c'est une clientèle de beaucoup de jeunes hommes, des spring break, des affaires normales. Les gens aiment ça tout le temps, puis ça les fait rire, ça les surprend. Déjà, la surprise, c'est un élément d'émotion. Donc, ils ont. Le positionnement et l'image de marque, c'est vraiment des choses assez subtiles, mais assez importantes. Vous pouvez y aller direct, facile avec, j'appelle ça le madrier dans le windshield, là, comme à Québec on le fait avec l'histoire et le patrimoine. Vous faites des fois plus subtil, prendre les gens contre-pied avec une autre, tout à fait une autre perception, défaire une perception, mais en véhiculant quelque chose qui existe vraiment. Et ça vient. Dans la discussion que j'ai avec Simon, je parlais beaucoup de mix marketing ou l'art de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est important dans le marketing. Maintenant, là, tout le monde veut aller sur le web. C'est normal, c'est super puissant. Tout le monde va aller sur. Moi, j'ai des membres qui me disent non, je fais pas de publicité télé. Nous autres, on vendait de la publicité dans les guides touristiques, publicité télé, publicité dans la presse, dans les magazines, un peu partout. À un moment donné, on ne vendait plus rien. Les gens voulaient juste aller sur le web. Moi, j'appelais ça la religion du clic. C'est que, j'ai eu tant de clics. Tu ne sais pas le quotidien comment c'est très difficile à traquer à TV, c'est très difficile à traquer, savoir comment des clients. Mais il faut faire attention, chaque média a ses forces. Je vais vous prendre deux exemples. GM, à un moment donné, dans le creux de leur crise, là, ont décidé de lancer, là c'est un exemple qui n'est pas touristique, vous allez comprendre facilement. Je vais prendre un exemple touristique après. On a essayé de consulter beaucoup les gens, voir qu'est-ce que les gens n'aimaient pas les autos de GM, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'ils aimaient les autos de la concurrence, un peu ce que j'expliquais tantôt. Puis on a développé certaines voitures, dont la Cruise. Et là, ils ont commencé à la commercialiser partout dans le monde. Mais comment ça se fait, l'exemple de mix marketing, la commercialisation d'une voiture comme ça? Tu commences toujours par des salons professionnels, genre Détroit, des salons où tu positionnes ton produit, tu le lances, ton prototype est là avant que tu sois commercialisé, parce que il y a tout le monde de l'automobile, les journalistes, les distributeurs, tout le monde est là, il y a des clients. C'est des salons qui sont ouverts aux consommateurs et une journée ou deux avant avec des spécialistes de l'industrie. Et une fois que tu as fait le salon, ben, tu fais des essais routiers. Tous les journalistes sont là, puis des concessionnaires, tout le monde va venir essayer la Cruise dans un essai routier. Ce que ça donne, ben, ça donne une couverture comme ici dans le guide de l'auto, couverture web ou couverture imprimée. Les gens commencent à parler du produit. Là, on est dans ce qu'on appelle, en termes de marketing, dans le B2B, dans le business to business. Vous parlez à des spécialistes, des multiplicateurs. Après ça, ben là, vous arrivez au consommateur. Ben, faites une campagne télé de vendre votre Cruise, vous l'avez vu sans aucun doute. Vous commencez, quand vous ouvrez vos quotidiens, en particulier le lundi, tous les concessionnaires sont là, fait que vous commencez à publiciser le produit. Au tout début, au lancement, dans l'automobile, c'est les marques qui font les campagnes de positionnement, puis les concessionnaires les campagnes de produits, avec un prix, tout ça. Au début, quand vous lancez, vous êtes en positionnant même dans l'imprimé, puis après ça, vous arrivez avec un prix. Et après ça, évidemment, ça prend un site web. Là, ils ont un site web propre à la cause, parce que la star en publicité, en marketing, c'est tout drive to web. Tout arrive sur le web, tu arrives souvent à convertir. Parce que tu sais que les gens vont aller sur le web pour regarder des photos de l'auto, ses caractéristiques, aller sur l'outil de configuration, regarder tel accessoire, si je le fais en financement ou en location, si je le fais en achat ou en location, ça va me coûter quoi par mois. Donc, ça va prendre présence web, tout le monde va se diriger par là. Puis, il faut que le monde jase. Fait que vous faites une page Facebook pour la cause, puis c'est de la conversion, puis là, c'est du viral. Puis partage avec tes amis, avec plusieurs personnes qui parlent. C'est de la conversation, mais virtuelle, du produit. Puis finalement, ben, votre réseau de distribution, celle-là, j'avais parlé au tout début, là, sont invités au salon de l'automobile, mais ça va prendre un réseau pour écouler votre production pour vos autos. Puis la publicité, c'est le lieu de vente. Ça, c'est un mix marketing. Tu déploies l'ensemble. Quand ils décident, ils se réunissent en réunion stratégique, ils ont une stratégie, là, ils déploient tout ça en même temps, ou dans une séquence logique, puis ils rentrent sur le marché avec le produit. En tourisme, ben, ça marche un peu de la même façon. J'ai pris l'exemple de la Gaspésie. Un exemple que je connais bien, les gens qui vont aller là. Ben, la Gaspésie, c'est la même chose. Là, la photo de titre, là, ça, c'est un kiosque à Salon à Paris qui s'appelle IFTM. Les Français sont bien bons dans les noms anglais, c'est International French Travel Market. Là, il y a des petits kiosques, ça c'est le gros kiosque du Canada, le Québec, toutes les provinces sont là, la Gaspésie, ou ce qu'on appelle
Québec-Maritime, qui est l'association de toutes les régions de l'Est du Québec, était là pour vendre la Gaspésie, les îles de la Madeleine à Côte-Nord. Donc, c'est un salon professionnel. Tour opérateur, agent de voyage, organisateur de groupe. Après ça, ben, ces gens-là, tu les invites, les journalistes, tu les invites, là, c'est une gang dans l'autobus, mais si vous ne connaissez pas, c'est un fan tour, une tournée de familiarisation. Tu mets le monde dans un bus, puis tu les amènes à tous les. Tu fais un programme de 2-3 jours, tu les amènes à essayer tel produit, tel produit, tel produit. Je suis à tel hôtel. Là, tu as des pitchs de vente de tous les gens partout. C'est une tournée de familiarisation. Les journalistes détestent de plus en plus ça parce que tout le monde écrit la même histoire en sortant de là. Avant ça, c'est une bonne vieille technique. Les journalistes se demandent du sur-mesure, en tout cas. Les agents de voyage font ça régulièrement. Si vous êtes un agent de voyage, bien, une compagnie Royal Caribbean, Holland America va vous inviter à faire une croisière en bateau pour vendre ça à vos clients. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Bien, de ça, de ces tournées-là, les journalistes écrivent des papiers comme ici dans un magazine américain, Living Well, de Peninsula Pinnacle. Après ça, bien, évidemment, votre produit se retrouve sur les tablettes des agents de voyage, la chaîne Promo Vacances en France, à Gaspésie, se vend beaucoup là. Donc, le produit est sur les, on appelle ça sur les tablettes, ou dans les magazines, dans les produits vendus par les agents de voyage. Après ça, bien là, tu commences à déployer aux consommateurs. Encore une fois, les publicités imprimées, magazines, quotidiens, tu envoies à la télé, la Gaspésie, l'image pas très bonne, donc c'est la campagne Gaspésie Je t'aime qui ont lancé plein de messages cette année. C'est direct. Là, on vient d'entrer dans l'ère du B2C, Business to Consumer. Et puis évidemment, bien, ça prend un drive to web, un site internet d'ATR, puis où il regroupe, comme vous avez ici avec le CLD de l'Arabe, toute l'offre touristique de la région. Et évidemment, tu veux que les gens jasent de toi, puis tu as un site, une page Facebook, puis des médias sociaux, puis une page sur d'autres médias sociaux comme Pinterest, Instagram ou Twitter pour les journalistes. Donc, il n'y a personne qui ne travaille pas. Si tu ne fais pas ça, si tu lâches ton marketing mix, c'est fatal. Il y a des régions qui ont complètement abandonné ça et qui s'en sont mordus les doigts. J'ai cité déjà une conférence du président il y a quelques années de TripAdvisor, qui est un gros site de voyage de commentaires, et il disait à tout le monde, n'achetez pas votre mix marketing aux poubelles. Lui, c'est une entreprise 100% web. Continuez d'être présent dans les médias traditionnels, continuez d'être présent sur le web, continuez d'être partout. C'est ça, il faut que tu multiplies tes points de contact avec la clientèle. Il faut que les clients entendent parler de toi à plein de points de contact. Rejoindre, séduire et convaincre les clientèles. J'ai pris quelques données d'une enquête que ATR Associé a faite avec une firme de recherche. Il y a 16 ATR, je pense, Centre du Québec a participé. Une enquête qui était passée auprès de touristes québécois. La première chose qui influence les gens à choisir une destination de vacances, c'est la connaissance que tu as de la destination ou les conseils des parents et amis. Puis, ça fait 20 ans maintenant, je suis en touriste, ça a toujours été ça. C'est ça maintenant, c'était ça il y a 20 ans, c'était ça il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, c'est deux premières sources d'information. Par contre, Internet, qui est la coalition, c'est à peu près 50% des gens choisissent à partir de conseils ou d'une connaissance qu'on a de la destination. Internet, là, c'est rendu 50%. 39 à 50%, mais selon les saisons, mais pour l'été, là, c'est 50% des gens. L'hiver, c'est donc très, très fort. Internet est en train d'être la source principale. La consultation de documents imprimés, brochures, des clients guides, c'est la quatrième source, plus ou moins 25% selon les saisons de type de voyage. C'est au Québec, là, mais ça baisse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens, bon, on a encore besoin de papier, mais ça baisse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est au moment de choisir la destination. Dans l'organisation du voyage, là, le papier, ça baisse à 10%, Internet à 70%, parce que les moteurs de recherche trouvent tout là-dessus. Puis les parents amis encore au niveau de l'organisation du voyage. Puis pendant le voyage, parce que quand tu es arrivé quelque part, tu cherches encore de l'information sur ce qu'il y a à faire, là, les gens, les humains, les parents et les amis sont plus là, ils sont à la maison. Ils sont pas avec toi, en tout cas, en principe. Mais là, c'est beaucoup plus les bureaux d'information touristique, quoique ça baisse beaucoup, le personnel des hôtels, le personnel des taxis, et les brochures remontent à ce moment-là à peu près à 25%. Et ce qui s'en vient de plus en plus, c'est le marketing mobile qui commence à monter beaucoup. Vous vous souvenez de notre ami Yvon Deschamps qui disait « On ne veut pas le savoir, on veut le voir ». Ça, je vous dirais, c'est super important en marketing. J'ai présenté une couple de vidéos, je vais vous en présenter d'autres. Il y a plus de 6 milliards d'heures de visionnement chaque mois sur YouTube. 6 milliards d'heures de visionnement. J'ai pu prendre des statistiques de YouTube qui sont toutes achetées à terre, puis c'est pas le seul site de vidéo, c'est le principal. Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, moi j'ai étudié en cinéma et en TV, puis on faisait beaucoup d'audiovisuels. Puis quand j'avais Internet en 1994, vraiment là, les audiovisuels, les films fermaient un en arrêt de l'autre, les gens mettaient de l'argent sur leur site Internet, arrêtaient de faire l'audiovisuel. Puis
Parce que le site Internet, à ce moment-là, c'était des clients que tu mettais sur Internet, c'était assez rudimentaire. Puis la bande passante n'était pas assez importante pour faire passer des vidéos. Mais quand, dans le milieu des années 2004-2005, c'est commencé à se vendre des forfaits à haute vitesse, grande vitesse, à des prix de plus en plus accessibles. Là, on a vu naître un phénomène qui s'appelait YouTube. Et maintenant, la production vidéo pour une destination, c'est la meilleure façon. Une destination, un hôtel, peu importe, name it, là. Et toutes les études le démontrent que si vous avez une vidéo, vous scorez 2 fois plus. Vous avez une vidéo sur Facebook, vous scorez 3 fois plus. Donc, super important de... La vidéo, comme c'est dur à les convaincre, ça a des possibilités qui sont, à mon point de vue, exponentielles. Ça permet, évidemment, si vous mettez la vidéo sur votre site web, ça améliore la performance d'un site Internet sur le moteur de recherche. Il ne faut pas oublier que YouTube, ça appartient à Google. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé. Les gens rentrent un sujet, un moteur de recherche. Donc, puis plus tu as des gens qui viennent voir ton vidéo, plus ta performance augmente, ton ranking augmente. Ça te permet de diffuser beaucoup de contenu. Ça permet aussi de stimuler l'esprit et les émotions de la personne qui la regarde. C'est super important, c'est beaucoup plus difficile d'en imprimer, ça se fait, mais c'est beaucoup plus difficile. Puis, exemple d'utilisation, on avait un restaurant qui fait des recettes, qui monte ça, il met ça sur son site Internet, des hôtels, les athlètes aussi qui mettent en valeur leur plus récente exposition. Tu peux. Puis maintenant, la vidéo, il y a 15 ans, moi, quand on commence, peut-être 20-25 ans, quand je commençais à faire la vidéo, en ce temps-là, c'est des cassettes 3/4 de pouce, des caméras pesaient une tonne, la batterie pour l'atteindre sur un diable. Après ça, tu as les caméras Betacam, ça coûtait des premières 50 000 $, puis c'était quand même assez gros. À cette heure, avec le numérique, je ne sais pas à quoi vous êtes équipé, mais à cette heure, tu peux faire de l'excessive qualité, des caméras qu'on appelle 4K, là, c'est vraiment des... Il y a une caméra qui s'appelle la RED, là, qui fait des images aussi précises que le film. Ça vaut 5 à 10 000 $. Ça, tu es capable de t'équiper de quelque chose. Évidemment, toutes les lentilles, tout le truc, tout ce qu'il faut. Mais tu es capable de produire léger maintenant à meilleur coût et d'avoir une qualité qui n'existait même pas dans le temps. Et un autre exemple que j'aime beaucoup, Travel Alberta, eux autres, ils ont vraiment scoré avec cette vidéo-là. Quand on dit l'émotion, vous allez voir, puis cinématographique, comment l'image. En Alberta, ce qu'ils ont beaucoup à vendre, c'est les paysages, la nature, qui est exceptionnelle. Puis évidemment, les gens, c'est important. Puis de sortir de chez vous, puis de te dépayser, puis de relaxer dans la nature. So close your eyes and see me go. Here's a chance to breeze. Your eyes are to the trees. Have you ever seen the sun jumping into a stream? It's really something to see. Snow.
leur part de d'autres diffusions. Les gens, pourquoi ils l'ont vu? Parce qu'ils l'ont aimé, ils l'ont fait circuler. Évidemment, ça coûte cher parce qu'ils tournent à plein d'endroits, mais ce qui est brillant, c'est qu'on fait une utilisation du ralenti. Vous avez le slogan « Remember to breathe ». Quand on parle de... n'oubliez pas de respirer, n'oubliez pas de vous relaxer, respirer par la nuit. Quand on parlait de positionnement d'image de marque, c'est super bien incarné. C'est étonnant parce que j'ai travaillé sur un conseil d'administration du consortium canadien des stations de ski, toutes les grandes stations canadiennes. Mon président était le PDG de Ski Bank Louis. C'est des rednecks en Alberta. Là, je veux dire, eux autres sont super conservateurs. Là, je veux dire, la CAQ, ça sera à gauche pour eux autres. Là, ils sont vraiment conservateurs. Mais ils sont capables, ils ont une sensibilité de leurs produits qui est assez exceptionnelle. Puis c'est rare qu'on va ça dans le tourisme et ça marche. Donc la vidéo, tout le monde ne peut pas faire ça, mais ça marche, c'est très efficace. Et ce qui est intéressant maintenant, j'ai dit plus à visionner la vidéo, mais d'ailleurs avoir la performance en moteur de recherche. Tu peux promouvoir ta vidéo sur ton site internet, tu peux promouvoir dans les médias sociaux, sur ta chaîne personnalisée, ta chaîne YouTube. À peu près toutes les régions du Québec ont un canal YouTube. Sur tes bulletins, en faisant circuler à l'aide de vos partenaires et de vos fans. Puis c'est important, il faut que ton vidéo soit compatible avec les appareils mobiles, parce que de plus en plus de gens à cette heure regardent autant sur des téléphones que sur des tablettes. Et j'ai pensé à faire, juste un exemple, de façon de promouvoir en vidéo, ici, l'Équateur, qui est un gros producteur de bananes. Vous savez, il y a toujours comme Dole, une étiquette sur la banane, il y a un petit code QR, tu scannes ça avec ton téléphone, tu as une super vidéo de l'Équateur. Puis, vous pouvez faire la même chose ici dans la région, avec une bouteille de l'érable. Je sais pas, c'est une entreprise, puis tu peux... Il y a plein de monde, tu sais, façon de... J'ai un code QR, il y a un très bon article un matin pour les gens qui lisent Tourisme Express. Frédéric Gonzalo, qui est un de mes collègues, qui est blogueur, consultant en marketing touristique, qui écrit un truc, c'est code QR. Les gens ont tué le code QR pour une mauvaise utilisation, mais quand c'est bien utilisé, ça peut faire, c'est assez efficace. Mais il faut que ça mette quelque part qu'il y a une valeur ajoutée. Donc, les vidéos, souvent, on prenait l'exemple de l'Équateur, mais un code QR, c'est une bouteille, un produit ici. Je suppose qu'il y a beaucoup d'exportations qui sont des produits d'érable. Donc, la notoriété. Évidemment, ça, c'est un challenge que la région ici a, puis que d'autres régions ont moins. Comme Québec a déjà une certaine notoriété, la Gaspésie une notoriété. Le centre du Québec, je parle souvent avec Yves ici, ou Céline Rousseau, mais là, c'est sûr que c'est une région qui c'est moins connue. Amener une notoriété, c'est vraiment développer. C'est quoi le meilleur véhicule pour développer la notoriété? La publicité télévisée, là, il y a des gens qui disent la télé est morte, ben, c'est encore 3 millions de personnes, 2,6 millions qui écoutent la voix, il y a encore du monde, il y a encore 4 millions de Québécois chaque soir devant la télé. Il y a une multiplication de canaux, mais il y a de la publicité. Puis les gens la regardent la publicité de plus en plus. Évidemment, on peut zapper, on a un champ numérique, puis tu parles souvent en accéléré, en fast-forward quand tu arrives au pub. Mais maintenant, ce qui est rendu brillant avec la télé, c'est que la publicité passe à l'heure du multi-écran. Si vous lisez la presse plus, vous lisez le Soleil, vous lisez le Journal de Québec, vous ouvrez Canoë, je ne sais plus trop quoi, des sites Internet, là, puis vous échappez pas, il y a une publicité, puis vous n'êtes pas capable de skipper dessus pour ce qu'on appelle les pre-rolls. Que la publicité ou la vidéo que tu as faite pour la publicité que tu as faite pour la télé, ben, tu peux la passer partout. À cette heure, tu peux la passer sur plein de canaux, sur plusieurs écrans. Les gens, maintenant, souvent, ils magasinent un voyage sur leur ordinateur au bureau, ils voient une émission de télé, ils finissent sur le téléphone quand ils sont à destination. Les gens utilisent tous les écrans à cette heure. En séquence, l'autre jour, j'ai fait une game de hockey pendant les Jeux olympiques avec les deux fils de ma blonde. Puis on s'assinait sur un joueur, la grandeur, le pointage, le score, je ne sais pas, d'un joueur d'équipe canadienne. Une équipe que je ne connaissais pas trop. C'est quoi qu'on fait? C'est le nom du joueur, ses caractéristiques. On écoute la game à la TV. Je ne sais pas trop quoi. L'autre jour, on écoutait un film. J'ai écouté un film avec ma blonde, je ne me souvenais plus comment c'était quoi l'acteur qui a joué dans tel film. Tout en même temps, sur la tablette, tu vas vérifier. Donc, le multi-écran, c'est rendu une norme en termes de communication. Puis, tu contournes en publicité. La télé, c'est pas mort, loin de là. Internet, avec la bande passante aujourd'hui, a fait renaître la production télévisée, tout ce qui est l'audiovisuel, le film. Une autre façon aussi les véhicules disponibles dans la notoriété, les magazines, il y a des gens qui n'aiment pas la presse écrite, mais il y a encore des clientèles, des segments de clientèle qui aiment beaucoup les magazines, la presse écrite, surtout en tourisme. Lifestyle, le style de vie, les National Geographic, comme des NAS de ce monde aux États-Unis, mais même au Québec, il y en a plusieurs, la déco, la cuisine, les magazines de voyage. C'est des très bons véhicules. Malheureusement, le défaut, comme la télé, ça coûte assez cher. C'est l'inconvénient de ça. Fait que quand vous les placez là-dedans, ça coûte assez cher. L'avantage du magazine, comparativement au quotidien, c'est que le magazine, les gens l'ont pendant un mois au moins, il fait longtemps.
Parce que le quotidien, si on ne voit pas de pub, première journée, le football, c'est fini, la pub ne risque pas d'être revue. Le quotidien, par contre, est un très bon média de déclencheur, déclencher une décision. Le quotidien peut être utilisé aux positionnement. Il y a le salon de l'auto à Québec, là, je voyais cette semaine, Chrysler, qui voulait faire, on appelle ça de l'habillage de première page. Ils font un emballage du soleil au Journal de Québec, je ne sais pas trop. Ça, le média devient le message à ce moment-là. La présence est tellement forte, dominante, que tu n'as pas le choix de le voir. L'affichage, c'est encore très bon, l'affichage, surtout en créativité des médias. J'ai donné 2 exemples qui sont célèbres au Québec. Le problème de ça coûte assez cher, mais tu n'es pas obligé d'avoir 50 panneaux. À un moment donné, iPod qui a lancé le iPod Chrome, je ne sais pas trop quoi, plein de couleurs de iPod, fait une pub avec comme si les iPods coulaient de la peinture. C'est pour moi du Fondeur 400 à Montréal. Puis Romain est assez brillant, au niveau de grues, comme une toile en dessous, puis comme si ça tombait dans les potes de peinture. Mais ça fait. C'est un buzz des médias sociaux, ça s'est promené partout. Il y a une annonce, ça fait la job de 20 annonces, de 30, 40 annonces. Ça, à Montréal, le lait, il y a le côté d'autobus, agribus, il y a un verre de lait, ils ont mis une grosse pinte de lait dessus. Ce qui arrive, c'est que tout le monde s'est photographié, c'est vu, ça a comme 4 fois l'impact que le seul agribus aurait. Évidemment, ce n'est pas des choses qui sont accessibles pour beaucoup de monde, même pour une destination comme Québec. Les créativités, les médias, ça coûte cher. Meilleure façon de travailler quand tu n'as pas trop d'argent, c'est d'alimenter la conversation, favoriser la conversion. C'est-à-dire, la conversion, c'est de décider tu passes de l'idée à le cash dans la caisse enregistreuse, tu convertis le client. Les parents et les amis, première source d'information, il faut toujours alimenter cette première source-là. Puis Internet, c'est hyper important, c'est la source d'information qui vient tout de suite après les conseils des parents et des amis. Puis les médias sociaux, c'est aussi des conversations virtuelles entre parents et amis. Et souvent, là, je veux dire, vous mettez une photo de votre voyage à Riviera-Maya, vos amis vont dire « Ah, c'est beau, c'est trippant, ton hôtel n'était pas pire. » Donc, souvent, c'est une bonne façon de converser. Le moteur de recherche. Fait que tout ça pour dire que c'est important, vous avez un site Internet d'établissement, prenez le temps de bien faire, ça ne coûte pas si cher que ça. Prenez le temps de vous assurer que vous entretenez la conversation. Vous avez une page Facebook, vous répondez aux commentaires des gens, vous êtes présent tout le temps, vous êtes à l'offensive autant que faire se peut. Puis les moteurs de recherche, bien, évidemment, les gens ne consultent pas les moteurs de recherche les premiers, suivi des sites de commentaires, TripAdvisor, il y a des sites de commentaires pour le mobile comme Yelp, c'est important. Les agences de voyage en ligne, ce qu'on appelle les OTA, Online Travel Agencies, c'est les Expedia de ce monde, Booking.com de ce monde. C'est très consulté. Là, c'est une autre histoire, ça, parce que vous avez un hôtel, vous allez sur Expedia, ben, c'est 25 à 30 de commission. C'est déjà assez infernaux en termes de... Et puis, les sites d'établissement d'hébergement, les sites de destination, c'est important. Les fondements d'une bonne stratégie de marketing en ligne pour une destination touristique. Moi, je dis tout le temps, quand la mode des médias sociaux est sortie, il y a des régions, ma collègue de la Mauricie avait embauché à l'époque un gars que j'ai connu, qui est rendu femme, qui s'appelait Michel Leblanc, qui s'appelle Michel Blanc. Puis ils sont allés juste dans les médias sociaux. Ils ont laissé leur site Internet. Erreur. Le site Internet, c'est votre vaisseau. C'est dans votre flotte, c'est important. Il faut que ses contenus visuels, son ergonomie, c'est clair, les menus sont bien placés, c'est simple de naviguer dedans. La navigation du fluide, c'est super important, ça ne coûte pas si cher, il faut juste bien le planifier. Puis il faut avoir une présence active et constante sur les principales plateformes de médias sociaux. Évidemment, Facebook étant la principale. Puis ça, c'est un travail de tous les jours, quasiment. Si c'est un établissement, vous avez quelqu'un qui est plus jeune qui arrive, vous le mettez là-dessus. Il faut faire attention, pas inonder le monde, mais il faut être présent constamment. Pinterest, pour les photos, c'est très bon dans le tourisme aussi. Instagram aussi pour les photos. Puis pour la presse, pour les multiplicateurs Twitter. Les tweets, c'est très bon pour les services à la clientèle aussi. C'est beaucoup utilisé par les hôtels maintenant, les lignes aériennes, c'est très, très important. Je vais aller plus vite, j'avais un lien ici qu'on ne visionnera pas avant de passer à la toute fin. Ce qui est bien important, c'est le marketing de contenu puis ce qu'on appelle le storytelling. Il faut que vous racontiez une histoire. Il faut que vous mettiez du contenu tout le temps. Le piège là-dedans, Frédéric Gonzalo aussi sur son blog, s'il y a des gens qui veulent aller voir, gonzomarketing.com, je pense, ou frédéricgonzalo.com, a écrit la semaine passée un article sur le marketing de contenu. C'est rendu une mode. Si tu mets plus de contenu, plus tu mets de contenu, plus les gens vont te lire, plus les gens vont venir à toi. Mais à un moment donné, les gens ont trop de contenu, ils ne sont plus capables. Fait que le contenu, ça peut être du vidéo aussi, ça peut être des choses comme ça, mais il faut que tu racontes une histoire, il faut que tu intéresses les gens. Être mobile, site web mobile, application, site web adaptatif, ce qu'on appelle responsive design. Vous savez la différence, là, moi je suis tout le temps en application mobile, juste vérifier ça.
Vous avez un site web mobile, c'est super important. Le site web mobile, vous avez une belle cour de maison avec des enfants, puis vous avez un carré de sable avec des beaux tracteurs, mais à côté, il y a une piscine et une glissade. Site web mobile, tu es pogné dans le carré de sable. Tu ne peux pas exploiter toutes les possibilités de ton téléphone, mais ça coûte moins cher. L'application mobile, tu as la cour au complet. Autrement dit, tu peux utiliser la caméra de ton téléphone, ce que tu ne peux pas avec un site web mobile, pour faire ce qu'on appelle de la réalité augmentée. Tu peux faire comme dans l'application que Radio-Canada a faite pour Sochi, utiliser le calendrier de ton téléphone, puis moi, mettons, je mets l'application Sochi, il disait, voici, c'est quoi que tu aimes plus, la natation, je ne sais pas trop, la natation, le ski, ce qu'ils font, le patin, n'importe quoi, ben, il t'informait tout le temps sur ton téléphone que la compétition était pour commencer, il t'informait des résultats. Ça, ils ont pris possession du calendrier de mon téléphone. Donc, puis le site web Responsive Design, c'est une nouvelle tendance. C'est pas simple, tu fais un site web, puis il est vu dans toutes les tablettes, ordinateurs et téléphones. Le passage de l'ordinateur à la tablette est simple, le passage de la tablette au téléphone est compliqué un peu. Mais une fois que c'est fait, à cette heure, pour faire un site web de destination, même un site web d'établissement, je vous dirais, pour prendre l'expression d'un de mes anciens collègues qui travaillait à l'Office du tourisme à Québec, sur le du web, il faut être cabochon un peu, de ne pas le faire en responsive design. C'est une nouvelle technologie, un petit peu plus compliquée, un petit peu plus chère, mais vous êtes mobile, fait que ça revient moins cher. Puis quand vous faites une correction sur votre site web, elle est partout. Téléphone, tablette, c'est assez simple. Le viral, juste, pour finir là-dessus, c'est intéressant, un couple d'exemples. La publicité virale, c'est de lancer quelque chose que tout le monde parle de tout partout. C'est pas facile, mais pourquoi pas essayer? Je vais vous donner quelques exemples qui ont été trippants, qui ont fait école dans le viral. Le premier, qui était fait par l'Office du tourisme de Québec, c'est un truc qui a été filmé à Las Vegas au CES, Consumer Electronics Show. C'est un gros show qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Puis il avait invité Michael Bay, qui est un réalisateur qui a fait Armageddon, puis Pearl Harbor, puis qui a fait des Transformers, pour parler d'un nouvel écran Samsung qui s'appelle le Curve, l'écran courbé, puis dire aux gens, venez voir. Avec Michael Bay, disent ah, c'est bon, mes films vont être meilleurs là-dessus. Regardez ce qu'il y a. Director and producer Michael Bay. Vous regardez ce qu'il y a dans l'écran derrière. Good afternoon, Michael. How is everyone today? My job as a director is I get to dream for a living. Michael, you know, you're known for such unbelievable action. Well, what inspires you? How do you come up with these unbelievable ideas? I create visual worlds that are so beyond everyone's normal life experiences. And Hollywood is a place that creates a viewer escape. And what I try to do is, as a director, I try to... the type is all off, sorry, but I'll just wing this. Tell us what you think. Yeah, we'll wing it right now. I try to take people on an emotional ride, and The Curve? How does it? How do you think it's going to impact how viewers experience your movies? excuse me, I'm sorry. I'm sorry. Okay. Ladies and gentlemen, let's thank Michael Bay for joining us. Ça, c'est pas le meilleur coup que Samsung a fait. Non. Ils ont payé bien cher. Des petits, ils sont télésuffleurs arrêtés de marcher, puis nous, c'est l'air, puis il y a 1000 personnes dans la salle, 2000, puis c'est bien capoté. Fait que là. Ah, il y a vraiment pas été capable de le faire, c'est même pas un coup de. Non, il est parti. Il est parti. Hein? Et là, ce que l'Office du tourisme à Québec a fait, on dit viral, les médias sociaux, ça a circulé au bout des médias sociaux. Que Québec, ils ont fait, ça devrait apparaître, ils ont fait une petite lettre, ça va partir. Ça va partir. Une petite lettre en Michael Bay, en anglais aussi. Ils ont écrit, on dit ça partout sur les médias sociaux. Puis, je vous le dis, en tout cas, c'est pas le même. Dit M. Michael Bay, de mauvaise langue, sont empressés de commenter votre performance lors du salon Consumer Las Vegas. Sachez que nous, l'Office du tourisme de Québec, comprenons la situation. Ne sorte pas une mince tâche de se concentrer lorsque de si belles images, une si belle ville sont projetées sur un si grand écran, mais blablabla. Après, on vous invite gratuitement, on paye les billets d'avion, on est passé un week-end à Québec pour. Ils l'ont fait en anglais, évidemment. Signé André Roy, le directeur de l'Office du tourisme de Québec. Ils ont mis la vidéo de Michael Bay. La vidéo qui passe en arrière, qui passe pendant, parce que Samsung avait demandé à l'Office du tourisme une vidéo, on ne savait pas c'était pourquoi. Quelqu'un de Toronto avait appelé, c'était pour te présenter en arrière. Ils ont fait du millage là-dessus, mais ça a roulé dans les médias sociaux. C'est allé à Globe and Mail, New York Times, Québec, a fait ça a coûté plus de jamais. Fait que c'est un type d'utilisation des médias sociaux. Est-ce qu'il est allé coucher? Non, il n'est pas venu. Vous savez qu'il ne viendra pas, ça c'était pas important. L'idée c'était, en tout cas c'était venu, on se sera occupé. Un autre exemple
que vous avez peut-être vu, qui a fait vraiment école cette année dans le temps des fêtes, de publicité virale. Là, juste ici, là, il y a 35 561 117 personnes, c'est mis en ligne le 8 décembre 2013. 8 décembre. 8 décembre. Puis 35 millions sur le champ de Noël, à peu près. Après ça, c'est peanuts. Encore nous autres, je vais mettre ça en plus grand. Ça peut-être de plus, ce truc-là. 'Twas a night before Christmas, and all across the land, the good folks of WestJet had a miracle planned. On the eve before flying, the guests were in their beds. Visions of traveling danced in their heads. While out on the runway, something secret had arrived. It was left in the lounge. 'Twas a Christmas surprise. This year, Cohen? A choo-choo train? A classic! Do you like Thomas? What would Mommy and Daddy like for Christmas? Big TV. Yeah, big TV. A big TV! You're looking fabulous! Well, I need to. It's okay if you just want to stare at me as well. What I need is new socks and underwear. An Android tablet. Is that William beside you? And Cameron? Some Santa boots. Just stepping stone. While the guests told their Christmas wishes to good old St. Nick, WestJetters took notes and got ready to shop quick. It was a great rush with the 2 flights in the air to get all those presents, not a moment to spare. Sleigh bells ringing, there's children singing tonight. Lights are bright, we know it's a beautiful sight. Snowflakes on the little road, it's snowy and white. And Santa's coming to town, he's coming tonight. Hey Thomas, what's this? Christmas cheer and celebrations all across the line. So many expectations waiting for the night. Thanks for flying with us at WestJet. Sit back, relax, and enjoy the rest of your flight. Happy faces were all so merry and bright. Santa's coming to town tonight. But was everything ready? We all had to wait for the moment of truth at Carousel 8. Merry Christmas! Guests never expected what they asked of St. Nick would actually appear. It was all quite a trick.
A WestJetter would say it was more than mere fun. Miracles do happen when we all work as one. We'll give Santa the last word on this most special night. Merry Christmas to all, and to all, a good flight. Ho, ho, ho! Évidemment, ça peut cher faire ça. Mais ça donne 35 millions. C'est quand même. Mais juste pour vous donner un petit exemple, c'est même pas une idée originale. Ils l'ont piqué à l'aéroport Jean-Lesage au Québec. Mais je vous présente ça pour dire aussi une affaire qui est bien importante. Une affaire que j'ai appris dans ma carrière, c'est entre une bonne idée et son exécution, il y a un autre. Vous allez voir le monde. La caméra n'est pas de si bonne qualité. Vous avez appris des relations publiques de l'aéroport, je viens placer cadeau dans la petite dans le bon sens. Alors qu'il aurait demandé à l'agent au chariot de nous. Des applaudissements des employés de l'aéroport parce qu'il n'y a pas assez de magie. Mais c'est la même idée. C'est la même idée. Pour être à la défense de l'aéroport de Québec, c'était leur carte de Noël électronique, puis ils voulaient faire du viral avec ça. Mais ça pour dire que une idée, si ça est exploité, ça ne s'agit pas de dépenser. En viral, tu peux faire plein de chemins. Prenez la lettre de Michael Bay, ça va coûter cher dans ce chemin. WestJet, une grosse compagnie, a fait une offre. C'est le meilleur coup qu'ils ont fait. Quand vous voyez des pubs avec le Super Bowl, il y avait pas la même chose. Les gens exploitent beaucoup de viral, ça se promène avant. Avant ça, ça allait chez la TV, tout le monde en parlait. La semaine d'avant, c'est sur Internet. Puis ils font plus de villages sur Internet. 5557 versus 35 millions de personnes. C'est quoi la différence? Puis c'est la même idée, puis il y a d'autres avant. Mais le pire, c'est qu'avant l'aéroport de Québec, c'est la compagnie Spanair, une compagnie de l'année d'avant, qui a fait la même maudite idée, une compagnie espagnole. Je ne présente pas de vidéo, je l'ai ici. Donc, c'est tout ça pour dire que le viral aussi, c'est un instrument qui peut être super efficace, pas facile à jouer, pas facile à faire quelque chose. En tourisme, il y a comme 12 affaires qui marchent beaucoup dans le viral. Donc, les potins, le sexe, l'humour, la violence, des affaires de même. Quand vous allez sur Facebook, il y a toujours des vidéos de quelqu'un qui appelle ça des fails, qui s'est planté, qui est tombé, ou ça marche au bout. Ça circule au maximum. Mais c'est pas ça dans le tourisme. Il y a des gens qui l'ont déjà fait, qui ont réussi beaucoup. Je passais d'autres exemples, j'avais de l'Australie. Les gens en marketing d'Australie, Nouvelle-Zélande sont super bons, super agressifs. Eux autres ont fait des campagnes de viral. Nouvelle-Zélande, c'est pas gros. Des petites places de rien qu'on réussit à vraiment faire la semaine sans map avec ça. Finalement, Strauss, il est le Seth Godin, c'est le gros du marketing. C'est les gens, people don't buy what they need, they buy what they want. C'est aussi ça qui doit être le moteur quand vous voulez vendre du tourisme. C'est le désir, l'émotion, quelque chose. On n'a pas nécessairement besoin, on a besoin de se dépayser, aller quelque part, mais c'est un besoin qui est très subjectif, qui est très émotif. Les vacances, le voyage, se retrouver avec des parents, se retrouver avec des amis. Puis pour réussir à vendre ça, il faut absolument pas jouer, pas trop d'informations, pas de texte, pas voici quand je regardais les guides touristiques des régions du Québec que j'ai analysés de fond en comble avec tous les pubs dans toutes les régions des hébergements, des attraits, on veut tout me dire ce que dans l'attrait dans la pub. Viens me donner une émotion, mets-moi une image forte, communique de façon forte, mais dis-moi pas tout ce qu'il y a à faire. Il y a d'autres médias pour communiquer ça. Ton site Internet est là pour ça, si les gens veulent aller chercher plus d'informations. Mais si tu fais les médias sociaux aussi, tu peux mettre beaucoup d'affaires constamment. Donc, choisir les bons médias au bon moment. C'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je ne sais pas si j'ai des questions, discussions, je suis vraiment disponible. Avant de commencer à faire la discussion. Je m'excuse d'avoir dépassé le temps en passant. Merci beaucoup. C'était d'une générosité incroyable. Pour mon moi, ça correspond exactement à ce que je suis vraiment content parce que je retiens deux choses bien importantes. C'est que peu importe la grosseur qu'on a,
l'émotion est à véhiculer dans tout ce qu'on va faire au niveau marketing ou publicitaire pour être capable d'apporter les gens à notre destination, notre attrait, notre hébergement ou quoi que ce soit. Et ça, c'est peu importe la grosseur, qu'on s'appelle Québec, qu'on s'appelle Plessisville, qu'on s'appelle les petits fruits d'Evelyne ou peu importe quoi. Et la segmentation de clientèle, je pense que si on ne rejoint pas notre clientèle, on regarde de bien segmenter notre client, à qui on doit parler, à qui on doit s'adresser, à qui s'adresse notre produit. Je pense qu'à ce moment-là, encore là, on peut s'appeler Las Vegas, on peut s'appeler San Francisco. Si on est pas capable de cibler, on va pitcher une bouteille à la mer, puis on verra ce que ça donne. On va dépenser beaucoup d'argent. Effectivement. Merci beaucoup. Avant de passer à la période de questions, je veux juste vous rappeler que la semaine prochaine, l'ATR met en place un petit colloque qui est avant le Grand Prix du tourisme. Donc, il y a toujours des entreprises qui déposent des candidatures au Grand Prix du tourisme. Et juste avant, il y a une petite formation d'une journée, un petit colloque qui présente le plan d'action 2012-2020. Alors, vous êtes invités à y participer. C'est un bel petit événement là, et cette planification stratégique-là qui est en branle va être présentée par une firme qui s'appelle DA Stratégie. Alors, ça parle des produits qui sont dans le centre du Québec et comment on devrait mettre de l'avant des choses pour être capable de créer une notoriété et en même temps aller plus loin au niveau de notre industrie touristique. Est-ce que vous avez des questions pour notre hôte, pas notre hôte, notre hôte conférencier finalement, monsieur Daniel Gagnon? Ça ne peut pas être si clair que ça, c'est impossible. Alors, c'est des gens qui veulent me rejoindre, vous avez tout ça, toutlasmut.com, toutlasmut.ca, s'il vous plaît. Vous avez parlé des gens d'Australie et de la Nouvelle-Zélande qui avaient des bonnes idées, mais vous n'avez pas élaboré. Ils sont très forts dans les médias sociaux, mais l'environnement, entre autres, l'Australie avait lancé, une province d'Australie, qui s'appelle le Queensland, avait lancé à un moment donné, tout le monde a essayé de copier. C'était ils ont lancé un concours pour choisir une personne à embaucher pendant une année. Queensland, c'est dans le nord de l'Australie, c'est une région qui a beaucoup de plages, ils fournissaient un condo, un salaire pendant une année. Puis là, ils ont lancé ça partout dans le monde. Ils ont des candidatures de 180. Ils ont lancé ça sur le site web, mais ils ont lancé l'idée. C'est les premiers à avoir lancé ça, puis tout le monde s'était relayé par plein de monde. Regardez ça, c'est traitant. C'est un peu une émission genre, c'est un peu la voix, mais la voix ils ont fait un recrutement, puis juste par le web, c'est une campagne c'est une campagne internationale, c'est important parce que ça prend 200 000 à 300 000 le salaire de la personne. Il y avait un condo qui accompagnait un promoteur pour passer pendant une année. La personne fournissait évidemment toutes les prestations. Si elle allait se déplacer en avion en Australie, qui est un très grand pays, en hélicoptère, était hébergé quelque part dans un parc, tout le monde l'accueillait comme on accueille les journalistes directement. On fait ça couramment. Que lui, il mettait plein de contenu. C'était le meilleur employé, soyez le meilleur employé ou pas trop quoi. Ça fait le tour du monde. Ils ont eu je sais pas combien de candidatures, évidemment. C'était comme tout concours de même. Ils choisissaient quelqu'un qui avait une bonne attitude, peut-être présence physique pour la télé, de l'aisance. C'est un concours, mais ça fait beaucoup jaser. Que ça, c'est à la fin à peu près 2005-2006. Un autre exemple, je vais vous donner un truc qui est un peu pété. Là. Je ne l'ai pas passé en tour. Vous allez voir, ça, c'est à Melbourne. C'est pas très long, vous allez voir. Les autres qui ont fait le Melbourne Remote Control. Introducing the world's first way to truly explore a city before you even arrive. Say hello to Melbourne. Qui a une caméra sur la tête, le casque, qui est à Melbourne is a city that lends itself to qui se this promène, kind mais qui reçoit dans son casque l'information qu'il a laissée sur Twitter, sur Facebook. Tu sais, voir des places pour moi, on va le filmer. Tu peux être partout dans le monde. Through Twitter and Facebook, users can decide Ça, what they want to see and c'était un buzz dans le Chevron all Olympique. through the eyes and ears of our remote-controlled tourists. How's that? Ça fait beaucoup Real de City Explorers, connected to the world via the internet. What they experienced, you experienced. Over 5 days, our tourists received almost 9,000 requests. Mark and Greg want me to try a chili. You know what? I knew this was coming. It's hot. They sampled cheeses. C'est géolocalisé, il y a une carte, les gens peuvent avoir sur le téléphone. So you know, James online wants anchovies on the pizza. They delivered cupcakes. Can I order 24 cupcakes, please? 3 cupcakes!
travelled by foot, bike, taxi, tram, boat, even helicopter. Check this out. What an amazing view we're... Took over 2,000 Instagram photos. Experienced firsthand some of Melbourne's best events and festivals. I'm going to run the final 100 meters of the Melbourne Marathon. See, I've even got my number. And checked into hundreds of great locations. And if you didn't know Melbourne, an interactive map showed what was nearby and worth checking out, with over 500 Melbourne businesses featured. Ding dong. And the more requests our tourists got, the more amazing Melbourne content we created, resulting in a city guide like no other, with over 80 hours of unique first-person footage, pictures, maps, and city highlights for people to use for years to come. In all, 158 countries and almost 4,000 cities participated from around the globe, with an average time on site of over 6 minutes, exploring the depth of what Melbourne has to offer. Using social media, your suggestions will help you vicariously to real people out there. 6 minutes sur cet Internet, le moyen du monde, c'est 1 minute 10 secondes. Press coverage, Ça, reaching an estimated donc, worldwide audience of over 150 million people, equating to oui, la circulation, on appelle des infrastructures, 150 millions de personnes. C'est pas un affaire qui est hyper cher. L'idée est simple. Ça coûte de l'argent. Une dizaine de milliers de dollars, ça dure 5 jours. C'est pas tellement le nombre de personnes qui ont demandé des choses, 5800 personnes qui ont demandé, c'est le nombre de personnes qui ont vu. Mais la portée est énorme. Les autres sont en Océanie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est la même chose, 100% peu au milieu de la Nouvelle-Zélande, il y a un beau branding, ils ont des choses assez innovatrices, des fois bizarres un peu, c'est pas toujours, on a fait un site internet à un moment donné, mais ils font toujours un peu en avance, il faut toujours regarder ce qui se passe, toutes les villes, même les régions, les provinces, c'est des gens qui sont très innovateurs. Si une grande campagne, ils m'ont emmené en Nouvelle-Zélande, qui parlait Don't Drink and Drive. Ouais. Puis, tu sais, ça avait une répercussion là-bas incroyable, parce que tout le monde sait Don't Drink and Drive, tu sais. Mais là, c'était Don't Drink and Drive. Non, ils ont de très bonnes idées, ils sont très forts dans ce qui est le viral. Parce que ça, ce qui est intéressant, c'est l'aspect viral. Ça en est un bon cas. D'un gars qui se promène, puis le monde participe un peu partout ailleurs, le monde trouve l'idée intéressante. C'est bien funny ce qu'on fait. Le monde en parle, le monde en parle, le monde s'échange de vidéos, le monde. Mais bref, c'est des exemples de ce qu'ils font beaucoup aux autres. Ils font du très traditionnel. Et là, je vais faire ma petite minute politique. Le problème du tourisme au Canada, c'est l'incompétence, l'absence totale de vision du gouvernement canadien qu'on a. Vous savez qu'on a un budget qui était 100 millions de budget du tourisme au Canada. La Commission canadienne du tourisme pour un pays, c'est pas si beaucoup. L'Office du tourisme de Québec, c'est 20 millions de budget. Le tourisme Montréal, c'est 30 millions de budget. Fait que le gouvernement Harper a coupé ça à 50 millions de dollars le budget. Ils se sont tirés du marché américain parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est notre principal marché. La Turquie, c'est 350 millions de dollars de tourisme. L'Australie, c'est 250 millions de dollars. C'est des peanuts présentement dans le monde. C'est ridicule. Quand on avec les gens de la Commission canadienne du tourisme, tantôt je vous montrais un stand, un gros salon européen, des salons où tous les agents de voyage. On a de l'air d'une gang de BS. La Croatie, l'Équateur, la Costa Rica ont des kiosques, ont des présences, ont de l'animation. On est vraiment avec un petit bout de comptoir, comme ça, une table avec une nappe par-dessus, puis avec un petit logo. C'est vraiment misérable. C'est vraiment misérable ce qui se passe présentement. Et à l'époque, toutes les destinations au Canada, on mettait $1, le gouvernement canadien mettait $1. Comme ça se passe dans tous les pays, on appelle ça du coop. Il n'y a plus rien tout. Il n'y a plus d'effet de levier. Puis, chaque dollar que tu mets en tourisme, le gouvernement, il le retrouve juste en taxe de vente, juste en impôt foncier, pas l'impôt foncier, mais l'impôt sur le revenu des travailleurs. C'est le secteur où ça coûte le moins cher de créer un emploi dans le tourisme. Ça coûte des peanuts comparé à l'aérospatial, comparé à l'automobile, comparé à d'autres secteurs. Mais c'est un des gros problèmes du Canada présentement. Quand j'ai commencé dans le tourisme, en 1994, les 15 pays qui étaient à la tête les plus fréquentés dans le monde, c'était les mêmes, selon l'Organisation mondiale du tourisme, c'était les mêmes qu'en 2005, 10 ans après. Le Canada en faisait partie. En 1994, on était, les 15 pays, évidemment, les États-Unis, Italie, France, Espagne, imaginez quel pays était là-dedans. Là. On avait à peu près 87% de la fréquentation touristique mondiale. 10 ans après, on avait 57%. Maintenant, le Canada met plus dans les 15. On est rendu au 19e rang, puis je pense qu'on passe au 21e l'année prochaine, sinon les statistiques qu'on a. Fait qu'on est en train de dégringoler totalement, de perdre toute la place qu'on avait sur le marché américain est désastreuse. Je travaille pour l'Association des stations de ski. Il y a 3 ans et 4 ans, on avait 240 000 jours ski
américains au Québec, on est rendu à 70 000. J'étais à Tremblant en fin de semaine pour le week-end. C'était la semaine de relâche. Il y a du monde, mais plus d'Américains, il y a plus de. Je veux dire, c'est le marché, ça prend un pays qui se positionne et qui accepte de mettre de l'argent, puis c'est payant de le mettre. Mais présentement, en tout cas, ce n'est pas les priorités. Le gouvernement du Québec fait son possible, mais les budgets n'augmentent pas. Ça se maintient tout le temps. Le gouvernement du Québec met à peu près 50-60 millions de promotion, mais à peu près l'équivalent du Canada. L'Alberta, j'ai montré tantôt, la Colombie-Britannique, l'Ontario ont des budgets supérieurs au gouvernement du Canada. Donc, c'est ce que je vous dis là, c'est partout dans l'industrie touristique canadienne, tout le monde dit la même chose depuis. Que ça nous aide pas beaucoup viser l'international. On est toutes les régions touristiques du Québec et votre région se tirent toutes sur le même gâteau que le Québec. Il y a 8 millions d'habitants au Québec. Ils sont hyper sollicités, puis quand notre dollar est à repère, on fait quoi? Ça va aux États-Unis. L'euro est moins cher, ça va en France. Puis la balance touristique du Canada, là, elle est hyper négative. Il sort 10 fois plus de Canadiens, de Québécois du Canada qui rentrent d'étrangers. On est vraiment dans une situation qui. Alors, ça minute éditoriale. Oui, mais on a un bout à faire aussi au niveau des heures d'ouverture. Absolument. Au niveau des congés, quand le 2 janvier, les musées sont fermés. Absolument. On a un bout à faire. Absolument. Juste au Québec, mon ancien patron à l'Office Pierre Labrie a travaillé sur un comité provincial juste pour négocier avec les réseaux scolaires, les cégeps, pour que le cégep commence après à faire du travail, puis qu'ils comprennent l'horaire de notation qu'ils sont capables de le faire. Puis ceux qui ont des entreprises touristiques qui embauchent les gens du cégep qui s'en vont le 15 août, c'est le cauchemar total. Puis, fait que là, tu n'as plus de monde. Ça n'a jamais été possible. Chaque syndicat, ils ont essayé pendant des années. Le gouvernement n'est pas capable de poser ça. Ça en manque 15 août, puis un mois aux fêtes de vacances pour finir plus tard l'été. C'est ça. Puis exactement. Il pourrait finir à fin mai. Il n'y a pas de touristes d'arrivée. Puis, vous savez, dans bien des régions, de plus en plus, le tourisme se déplace. Dans la région de Québec, là, le principal mois, c'est août. Après ça, c'est septembre plus que juillet. Septembre, c'est la clientèle internationale. Oui, les bateaux qui arrivent. Les Français, les Américains, les Européens, ils visitent tout ça. Le tourisme d'affaires encore européen, parce qu'il me semble que le positionnement au Québec au niveau du tourisme des affaires, c'est. Ça, c'est très, très cyclique. Je suis parti de l'Office du tourisme parce que j'avais annoncé en 2011 que je partais. Mais il y a une politique qui ont décidé dans les derniers temps avec lesquels je ne suis pas d'accord, qui était de couper les forces de vente en tourisme d'affaires au centre des congrès. C'est une très mauvaise idée. Il aurait dû faire prendre les vendeurs du centre des congrès et les mettre à l'Office du tourisme. Mais là, le centre des congrès se met les bretelles parce que l'année 2014-2015, ça va être des super bonnes années de tourisme d'affaires. Mais c'est des contrats qu'on a signés en 2010, en 2009, en 2008. Pour des congrès internationaux. C'était un cycle de tourisme d'affaires. Ça monte et ça descend. À Montréal, à Québec, partout. À Québec, c'est juste 9% des visiteurs de tourisme d'affaires. C'est pas beaucoup. C'est 20% des dépenses, mais c'est 9% des visiteurs. C'est sûr que c'est une destination d'agrément. Tourisme d'affaires, c'est mettons, un autre demi-client, tourisme Laval, un visiteur sur deux, c'est un visiteur d'affaires. Les autres tourisme Laval, là, c'est parce que certains, vous n'avez pas pensé ça aller en vacances à Laval. Mais c'est assez pratique pour le tourisme d'affaires, le tourisme familial. Mais c'est pas. Le tourisme d'affaires, c'est donc quelque chose de très, très cyclique. Puis toutes les régions, à part de ça, là, au Québec, là, les congrès québécois, toutes les régions. Il y a 15 ans, Québec avait un centre des congrès, Montréal, coupe de place, toutes les régions ont des centres des congrès. Ici, il y en a un à Victoriaville. Il y en a, je ne sais pas si il y en a un place civile. Il y a un bâtisse un autre à Drummondville. Il y a à Trois-Rivières, il y en a un. Il y en a un, le Berge de Trois-Rivières. Fait qu'à ça, là, les congrès québécois, c'est une rotation. C'est sûr que si c'est une union des municipalités, les autres, ça leur prend à Québec-Montréal, ils ne rentrent pas nulle part ailleurs. Et quand tu arrives à congrès des, je sais pas, des orienteurs en milieu scolaire ou des professeurs du front, peu importe les bibliothécaires, à 800-900 personnes, ça rentre à 20 des places au Québec. C'est peut-être 8-10 villes qui peuvent le recevoir. Maintenant, il y avait 3 villes. C'est un marché très, très, très difficile. C'est toujours le même gâteau qui mange tout le monde ensemble. Pareil comme en tourisme à l'agrément. Tourisme à l'agrément, si vous n'avez jamais chez vous, commencez avec le marché québécois. Exploitez au maximum le marché québécois. Puis, une des choses, c'est essayer de faire une trame si vous avez des, mettons, est-ce que quelqu'un du musée du cuivre ici? Du bronze. Du bronze. Non, mais pas, non. Ben, bon, ça, c'est un économusée. Ce que j'ai vu, ça va, ça y est, c'est utile, mais c'est un projet qui est original en soi. Là,
Il faut faire des circuits, souvent, il faut créer un motif pour venir dans une région, il faut faire de la synergie avec les entreprises. La première clientèle que tu fais dans une région comme ça, c'est une clientèle d'excursionnistes. Tu fais venir des gens de Québec, Chaudière-Appalaches pour la journée. De toute façon, vous avez un hôtel dans la région. Sa capacité un gros hôtel, il y a plusieurs, mais la capacité d'accueil en hébergement commercial est limitée. Tu es mieux d'aller chercher des clients une journée, puis faire venir ça, il y a un gros marché. Autour, des places peuvent se déplacer. Il n'y a pas d'argent nouveau qui rentre, c'est ça? Oui, mais ça, là, au Québec, là, des régions qui ont un mix de clientèle avec de l'argent extérieur, il n'y en a pas beaucoup. Là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est 4-5 régions. Mauricie, mettons un marché de français avec Mauricie, c'est pas compliqué. Là. Je ne sais pas si l'auberge Lac-William fait ça, mais les autres, c'est Transact et John View, leur réceptif, qui amènent des gens à Sakakami, à l'auberge de l'Eau-Claire, au Baluchon. Puis c'est Transact qui amène les Français là à certaines périodes. Mais les autres qui ont développé, mais si je regarde la fréquentation totale de la Mauricie, c'est un cas sur l'espèce. Laurentides ont de la clientèle américaine pas mal, presque pas d'Européens. Québec a un assez bon mix, Montréal a un assez bon mix. Il y a des régions, Gaspésie marche bien. Star, les Américains, ils ne vont plus en Gaspésie, c'est trop loin. Les Français, ils vont. Les Français vont à Charlevoix. Les Américains vont pousser une journée de plus dans Charlevoix. Mais essentiellement, c'est très difficile d'aller chercher. Montérégie, c'est 95% de l'intra-Québec. C'est normal, c'est là que c'est plus facile. C'est là que ça coûte le moins cher, ça va coûter moins cher pour aller chercher vos gens. Mais la beauté de le web, bien faite, puis il y a 2 langues aussi. L'autre problème, c'est que si on veut sortir, il faut être dans les 2 langues. Il faut que le gens. On a. À l'époque où les villes étaient provisionnées à Québec, la ville de Charlevoix nous avait invités pour le Très Carré, c'est un lieu historique, un arrondissement historique, pour faire la promotion, puis on jasait avec eux autres. On demandait, ils voulaient avoir des gars. Ils vont au stationnement mettre les autocars. Ah, on n'avait pas, ça n'a pas eu, ça fait du bruit. OK. Les heures d'ouverture, ça fermait, les galeries d'art, toutes les galeries, ça fermait à 5 heures. Mais là, c'était pas ouvert le dimanche. Et à bout du monde par anglais, non. Je veux dire, à un moment donné, le tourisme aussi, puis les ressources humaines en tourisme, c'est un méchant casse-tête. Dans toutes les entreprises, c'est un casse-tête, puis c'est un casse-tête en tourisme. Peut-être du monde par anglais, peut-être du monde disponible. Puis les gens, là, mon fils travaille dans Saint-Hubert, à Grande-Allée, la rotation personnelle, il était le dernier saveur sur 42. Il y en a 24 en arrière de lui, ça fait 6 mois qu'il travaille là. Les gens partent. Les gens ne sont plus capables de trouver du personnel. Des hôtels, c'est la même chose. Fait que, en région, vous devez le savoir aussi, c'est hyper difficile de garder du monde. Que ça, c'est l'autre challenge. Fait que, on a des problèmes à régler en masse. On a du structuraux assez important. On a des gros défis. Mais ça, tout le monde les a. Hein? C'est-à-dire, dans tous les pays, c'est la même petite affaire. Il y a des pays plus pauvres qui n'ont pas le même problème, mais c'est jamais facile, mais ça prend des bonnes stratégies. Quand tu t'en vas dans l'Ouest, mettons à Whistler ou à Banff, les centres de ski, ils ont des staff houses, des bâtiments complets pour les personnes. Ils font venir, quand vous allez à Whistler, les gens ont un tag d'Australie, Autriche, toutes sortes de pays. Ils font venir des gens du Japon, des étudiants. Ils recrutent à l'international, ont des programmes pour attirer les gens. Même si ça reste 3 mois, 4 mois, il y a toujours du personnel. Tu vas au livre, il y a toujours quelqu'un qui vient. Il y a toujours le pays d'origine. Disney marche comme ça aussi. Quand tu vas à Euro Disney, c'est du monde de partout. Mais ils les hébergent sur place. Il y a un encadrement sur place. Ils savent très bien que la personne ne fera pas carrière à Euro Disney ou à Whistler. Mais ils ont trouvé, quand on parlait aux gens du Mont-Saint-Anne ou de Massif, si les gens n'ont pas d'auto pour se rendre là, ils sont pas capables de se rendre. Vous allez manger au Mont-Saint-Anne dans la cafétéria en haut, les madames de Saint-Tite sont bien fines, ou de Saint-Fériol, mais t'es un voyageur américain dans la ligne avant toi, il n'y a personne qui va y expliquer en anglais qui est capable de dire qu'est-ce qu'il y a à manger. Parce qu'il n'y a pas de transport, tu ne peux pas tirer. Les jobs sont pas. C'est le défaut du tourisme, les jobs ne sont pas payants. Sauf si tu fais des pourboires, des trucs comme ça. Là. À l'Office du tourisme, on a déjà embauché jusqu'à 30 étudiants dans nos bureaux d'information touristique l'été. À un moment donné, on avait 250 candidats. À la fin, on avait de la misère à combler nos 20 postes. On a fermé le bureau d'information touristique, pas à cause de ça, mais en bonne partie parce que c'était rendu un cauchemar de. Ça a changé en. Que ça, c'est un autre problème qui. Les jeunes aujourd'hui sont habitués d'avoir des. C'est pas moi qui le dis, là, on entend partout des jobs plus faciles, avec plus d'avantages, plus de temps de loisirs, ils ne veulent pas travailler le week-end, ils ne veulent pas faire. Alors, c'est ça. Il y a des stratégies pour ça. Là. Il y a un organisme au Québec qui s'appelle le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme.
CQRHT, qui font un bon travail. Ils font beaucoup de lobby, qui ont des programmes de formation pour le personnel en place, ils font beaucoup de lobby auprès du gouvernement pour essayer de justement faire des conditions qui sont plus gagnantes pour que les entreprises puissent trouver du personnel. Ils forment des entreprises aussi à garder leur personnel. Parce que c'est une responsabilité de l'employeur aussi. Bref, on va en parler longtemps. Alors, merci. Merci.